Tous les matins, je fais du sport, de la musculation. J'en ai vraiment besoin. C'est ma discipline et mon salut. Johnny Hallyday. Bonsoir, même si vous ne vous l'avouez pas forcément, à l'approche de l'été, tout le monde y pense un peu. Être mince, bronzé, musclé, le marché de la forme ne s'est jamais aussi bien porté. Les ventes de bouteilles d'eau minérale, par exemple, explosent en ce moment. C'est un marché très saisonnier. Et puis les régimes, n'en parlons pas. Un Français sur 4 cherche à perdre du poids, alors que, en même temps, le nombre de salles de sport se multiplie dans les villes et que de nouvelles formules de fitness arrivent tout droit des États-Unis. Quelles sont celles qui marchent le mieux ? Qui sont ceux qui exploitent ce business en plein essor? Parfois, essayent-ils d'abuser de votre confiance? Forme, santé, les nouveaux filons, c'est ce soir dans Capital. 24 heures fitness, moving, Amazonia, les salles de sport se multiplient. Quelles armes ces nouvelles enseignes utilisent-elles pour prendre le marché? Prof de gym à domicile, institut de beauté, les stars dépensent sans compter pour avoir l'air toujours en forme. Quel service exclusif leur réserve-t-on? Des poudres miracles pour vous aider à maigrir, c'est la grande mode des régimes protéinés. Qu'y a-t-il réellement dans ces sachets? Sont-ils efficaces? 700 sources d'eau minérale en France, à peine une cinquantaine se retrouvent dans les rayons des hypermarchés. Qui fait fortune avec de l'eau? Et pour commencer cette émission, une activité que les Français pratiquent de plus en plus, c'est le fitness. 9 millions d'entre vous feraient régulièrement de la musculation ou de la gymnastique. Vous avez peut-être remarqué dans vos boîtes aux lettres ou sur les pare-brises de vos voitures des prospectus qui annoncent régulièrement l'ouverture de nouvelles salles de sport. Guerre des tarifs, surenchère d'équipements spectaculaires, c'est une vraie bataille que se livrent sur le terrain toutes ces enseignes qui cherchent à vous abonner. Une lutte, vous allez le voir, sans merci. Comment se déroule cette guerre du fitness? C'est un reportage de Grégoire Marseille et Anne Gilles. Spot multicolore et musique à fond. Non, nous ne sommes pas dans une boîte de nuit, mais bien dans une salle de gym. On appelle ça un cours de body bike. 45 minutes de pédalage non-stop. Et attention, pas question de flancher. La monitrice surveille le peloton. Faire du vélo dans une ambiance boîte de nuit, à Perpignan, on n'avait jamais vu ça. La méthode arrive tout droit de Nouvelle-Zélande et en quelques mois ici, elle a déjà fait des adeptes. Anti-stress, éprouvant, chaud et humide. Ce qu'on recherche aussi, c'est au niveau de l'ambiance. Vous faites ça tous les jours? Tous les 2 jours. Le cours a lieu 3 fois par semaine et affiche presque toujours complet. La méthode attire du monde et ici, c'est un atout de taille face à la concurrence. Car à Perpignan, les salles de sport et les centres de remise en forme, ce n'est pas ce qui manque. Le gymnase Jean-Pierre Aubert, Abyss Forme, Côte à Côte ou encore Gym Performance. Partout en France, les clubs de sport fleurissent et à Perpignan plus qu'ailleurs. Ici, il y a 14 salles, une pour 7000 habitants. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Alors y a-t-il de la place pour tout le monde? Quelles armes les salles de sport utilisent-elles pour vous attirer chez elles? Face à la prison, le Praxitel, la plus ancienne salle de la ville. On y pratique la gym depuis 1953. 1, 5, 1, 6 et 1, 7, 1, 8, 1. Abdos, haltères, 3, étirements. 4. Au Praxitel, on est très loin de l'ambiance nightclub. Allez, on souffle. 7. Celui qui donne le cours de gym tonique du matin, c'est le patron, Serge Maury, 52 ans, ancien CRS. Top. 1. Son principal atout par rapport à la concurrence, une clientèle très fidèle. Vous venez une fois de temps en temps ou une fois par semaine? 3 fois par semaine. Tous les jours. Suzanne, Il y en a qui viennent tous les jours. elle vient avec sa maman et elle vient aussi avec sa fille. 3 générations. Des fois, elles se retrouvent au même cours. Aujourd'hui, vous êtes venu seul? Aujourd'hui, je suis Sa maman vient l'après-midi. Tous les matins, il y a 20 personnes comme ça? À peu près, oui. À peu près. Ça, c'est ma fille clientèle. Des clients qui viennent régulièrement et certains depuis très longtemps. Et c'est comme ça qu'on se conserve. En action, Jacques, 83 ans, le doyen de la salle. Ça fait combien de temps qu'on est ici? 20 ans, non? Moi, je comprends. 25 ou 30. Hein?
Ça fait 25 ou 30 ans que vous venez? Oui, oui, oui. Ah, oui. Et vous venez tous les jours, hein? Oh, ben oui, chaque jour, oui. Si on veut se conserver jeune, beau et séduisant, n'est-ce pas, ben, il faut travailler. Et pour rester jeune, beau et séduisant, il y a le choix. Une cinquantaine d'appareils de musculation. Des modèles uniques fabriqués par le maître des lieux lui-même. Ils ont tous été conçus ici, dans le garage de Serge. Bon. Comme je vous l'ai dit, c'est pas très bien rangé. Une perceuse, un brosse à souder, un compresseur, parce que ça c'est ma cabine de peinture, et je crois que mes poumons sont aussi jaunes que mes appareils. Un outillage sommaire. Quant aux matières premières, c'est tout simplement de la récup. Je vais farfouiller dans les tas de ferraille, et puis des fois je reviens avec des trésors. Voilà, notamment ça par exemple. Vous voyez ça par exemple là. Ça, si je vais l'acheter, ça coûte au moins 300 francs pièce. Et ça peut servir... Ça me sert d'articulation sur les appareils. Des appareils bricolés à partir de matériel de récupération. Pour renouveler son parc de machines, Serge n'a pas le choix. Car aujourd'hui, il n'a plus les moyens d'investir. Certes, ses clients actuels lui sont fidèles, mais il lui en reste peu, 150 à 200 au maximum. Il y a 15 ans, ils étaient 2 fois plus nombreux. Bon, je me leurre pas, je sais que ce sera jamais qu'on me vend, parce qu'avant ça désemplissait pas ici. Hein. Il y a une quinzaine d'années de ça à peu près. À l'époque de Véronique et d'Aviner, vous savez que c'était le grand boom. C'était incontournable. Quand on voulait faire de la gym, on venait ici. Hein. Sur Perpignan, il y avait 2 ou 3 salles. Alors que maintenant... Ah, il n'y avait pas de concurrence Non, quasiment pas, non. Non, c'est la plus grande salle ici. Le Praxitel et ses méthodes traditionnelles ne font plus recette, car aujourd'hui, Serge Maury doit faire face à une concurrence beaucoup plus musclée. Cette concurrence, ce sont des chaînes de salles de sport. Débarquées en ville il y a quelques années, elles raflent l'essentiel de la clientèle. En particulier cette enseigne. Moving. Des clubs Moving, il y en a 140 dans toute la France, et à Perpignan, c'est le leader. À la tête du club, les Vouros. Et dans la famille Vouros, vous avez le père, Jean-Pierre, à droite, et le fils, Yannick, à gauche. Alors qui est le patron dans les deux? C'est moi. Et vous, alors vous êtes... Investisseur et assistant. Investisseur, d'accord. Vous avez investi combien sur l'affaire? Aux alentours d'1 million de francs. Aux alentours d'1 million de francs, d'accord. Les Vouros ont dû investir 1 million de francs car Moving impose à ses patrons de salle d'offrir des équipements dernier cri. Des appareils de musculation, comme au Praxitel, ici aussi, on peut faire de la gonflette. Mais la différence, ce sont les machines que l'on trouve dans l'autre salle. Le cardio training, un vélo assis. Hein. Quel est l'intérêt du vélo assis par rapport au vélo debout? Bon, on est mieux calé, on a les lombaires qui sont calés, on a un dossier, alors que le vélo debout, on peut toujours se déhancher plus ou moins. Les steppers, ce sont des marches, donc voilà. Des vélos, des steppers, et ce n'est pas tout. Ici, on peut même pratiquer les sports d'hiver en plein été. Du ski de fond, les bras et jambes. Hein, c'est assez souple. Chacune de ces machines coûte minimum 10 000 francs. Ça revient cher, mais ça paye, car ce sont ces appareils qui plaisent le plus aux femmes. Dans ce club, elles représentent 75% de la clientèle. Pour les séduire, les Vouros sont aussi investis dans un sauna et un jacuzzi, et il a fallu embaucher de gentils animateurs. Ici, les courses s'enchaînent, il y en a 10 par jour. Mon cher collègue, tu pourrais m'aider à ranger tes affaires? Sur les 4 moniteurs du club, celle qui a le plus de pêche, c'est cette jeune fille, Maude. Vous n'êtes pas très méchant ce soir. Allez, Ce soir, au programme, cours de body combat. Pour 32 heures par semaine, Maude touche 7 500 francs net par mois. C'est plus que ce qu'elle gagnait à Paris dans la salle où elle travaillait avant. Car pour la débaucher, les Vouros ont dû lui proposer un meilleur salaire. Aujourd'hui, Yannick ne regrette pas son investissement. Pour avoir la meilleure salle, c'est le prof qui donne l'ambiance de la salle et qui fait vivre la salle. D'accord, donc c'est pas moi qui fais vivre la salle. donc c'est les cours... C'est l'essentiel. Et le concept marche bien. 3 ans après l'ouverture, le centre compte 1200 clients. Ils payent chacun 295 francs par mois. je vous souhaite une bonne soirée. Mais pour l'instant, le club est juste à l'équilibre. Pour réaliser des bénéfices, les Vouros doivent attirer encore plus de clients.
Et ce n'est pas gagné, car aujourd'hui, ils ont un challenger. Il s'appelle 24 Heures Fitness. Apparu il y a 2 ans, cette autre chaîne de franchisés compte déjà 25 centres en France. On va peut-être pas aller voir les vestiaires. Hein. Non. 1m90 et 97 kg de muscles, voici le patron du club. Alors il n'y a pas d'ascenseur, ça fait partie de l'entraînement. Voilà. Patrick Fauger, un ancien décathlonien. Son club a ouvert l'an dernier, il y a investi 3 millions, 3 fois plus que les Vouros, car Patrick Fauger a fait de la surenchère dans les machines. C'est des machines qui sont chères, Ça coûte effectivement. combien un appareil comme celui-là, par exemple? Une comme ça coûte 15 000 francs hors taxe. Ah oui, d'accord. Un matériel très stylé On inspire et on pousse vers le haut. et 6 jolies monitrices pour animer les cours. Patrick Fauger applique rigoureusement les mêmes méthodes que Moving, sauf que lui dispose d'un atout supplémentaire. C'est une piscine. À Perpignan, son club est le seul à en avoir une, et très vite, ça lui a attiré des jalousies. Tout de suite. On a voulu me couper l'herbe sous le pied tout de suite. Son problème, c'est que dès le départ, il a fait sa pub sur la piscine, alors qu'en fait, elle n'est entrée en service que 10 mois après l'ouverture du club. A été inauguré quand? Elle a été inaugurée le 11 février. La concurrence en a profité pour déposer des plaintes à la direction départementale, la répression des fraudes. Il n'a finalement pas été inquiété, mais ce coup bas de la concurrence montre bien que dans la guerre des clubs, une piscine, c'est l'arme absolue. Ici, en quelques mois, grâce aux cours d'aquagym et de natation, Patrick Fauger et son équipe sont parvenus à attirer près de 1000 abonnés. Une progression spectaculaire qui inquiète beaucoup la famille Vouros. Alors aujourd'hui, le père et le fils contre-attaquent. Là, vous avez donc l'enseigne Moving avec Mon Club, Ma Forme. Ils ont décidé de lancer dans l'urgence une 2e salle, en plein centre-ville, avec piscine bien sûr. L'ouverture est prévue dans 15 jours, et pourtant, on ne dirait pas. À l'intérieur, pas d'appareil en vue, pas de piscine non plus. En fait, le premier coup de pioche n'a toujours pas été donné. Les Vouros n'ont même pas encore choisi l'emplacement du bassin. Elle sera où ici? Il y a l'option intérieure, Ça marche. mais surtout l'option extérieure. C'est ici. Ah, c'est là. Une piscine en plein air pour se démarquer de 24 Heures Fitness. Mais voilà, il y a un problème. Et c'est quoi là pour le moment? Là, c'est une cour d'école qui n'existe plus. Ils veulent racheter le terrain, mais après 3 mois de négociation, la mairie ne leur a toujours pas donné le feu vert. Les Vouros vont donc ouvrir leur club sans la piscine, et pourtant, ils communiquent déjà dessus. Exactement comme 24 Heures Fitness l'an dernier, sauf que cette année, c'est au tour de Patrick Fauger d'ironiser sur la piscine virtuelle de ses concurrents. Il est bête. Ici, on a un produit fini. Là-bas, pour l'instant, on n'achète que des hypothèses. Donc je pense qu'on n'a perdu aucun client par rapport à des hypothèses et par rapport à un produit fini, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo, n'empêche qu'ici, on suit de très près la campagne de lancement de la nouvelle salle des Vouros. Personne n'a pu passer à travers, mes clients ont reçu des meetings. Moi-même, j'ai reçu un meeting chez moi. Qu'est-ce que vous proposez? D'aller récupérer un sac et une serviette de bain. Vous Et l'avez une fait semaine gratuite. Vous l'avez fait? Non, moi, j'ai pas osé quand même. Et on fait du 4x3. 4x3, oui. 4x3, affiches. Ils ont fait du track. Aussi. Ils ont fait du gratuit. Ah oui, donc c'est quand même... C'est la grande cavalerie. Et ça vous fait peur, ça? Ça m'a fait peur une semaine. Et après, j'ai rigolé. Ça le fait peut-être rigoler, mais pour contrer les Vouros, Monsieur Fauger a récemment fait le plein de munitions. Le stock est là. Des tracts 15 000, imprimés par milliers. 17 000. Il reste environ 20 000 tracts. 20 000 tracts, et vous l'aviez fait tirer à combien d'exemplaires, vous avez dit? Celui-ci a été tiré à 180 000 exemplaires. Ah oui, d'accord. Donc en un mois et demi, vous avez déjà Tout à fait. pas mal distribué. On a une personne qui fait que ça, D'accord, un employé qui Voilà, fait qui ça, fait ça, ouais. à plein temps. tous les jours. Par jour, j'en distribue dans les 3000. 3000 par jour. Alors, La Formule 1 du tract, c'est Jean-François. ça fait à peu près, j'ai compté, grosso modo, 500 à l'heure. Et chaque matin, devinez où il distribue l'essentiel de ses prospectus 24 Heures Fitness, tout simplement à 30 mètres du nouveau club Moving, sur les terres du concurrent. Sur les terres, c'est un grand mot parce que c'est un parking municipal.
Ce matin, Jean-François n'a pas beaucoup de boulot. Sur le parking, il n'y a pas grand monde et la plupart des voitures ont déjà eu droit à leur tract. Les traces là, du passage précédent. Ah ben oui, je passe tous les jours là. Voilà, il y en a encore là. Hier soir, je suis passé encore hier soir à 10h du soir. Là, il a le droit à un tout frais là. Voilà, il a le droit à un tout frais. Jean-François passe 3 fois par jour et s'il tracte autant, c'est parce qu'il s'est aperçu que ses prospectus ne restaient jamais très longtemps sur les voitures. En principe, je suis là-bas, bon, je reste un peu 10-15 minutes. Et bon, il y a 2 jeunes qui viennent, ils enlèvent les prospectus et ils les jettent. Ah ouais. Alors je repasse. Ils viennent d'où ces jeunes? Ben, c'est des jeunes mandatés par le propriétaire de la concurrence, quoi. La concurrence enlève les tracts car chez Moving, le petit manège quotidien de Jean-François horripile profondément. Pourtant, devant la caméra, le père et le fils Vouros se la jouent grand seigneur. C'est un de vos concurrents en tout cas. Oui. Et Encore une fois, la concurrence n'est pas forcément néfaste. Je crois que ça motive, ça stimule et je crois qu'il faut être meilleur. et vous croyez que c'est un hasard s'ils mettent des tracts ici là? J'ai pas de commentaire à faire. C'est lui qui les met, c'est pas moi qui lui Et ça demande de les vous mettre. et je embête lui demande pas Si on ne les retire pas, ça ne nous gêne pas? Hein? Si on ne les retire pas, c'est que ça ne nous gêne pas? Ça nous gêne pas parce qu'on les laisse. Et quand vous voyez le monsieur ou la dame qui vient les mettre, enfin vous les laissez là, je vous, pense vous que- l'avez quand même... Non, parce que je vois que j'étais par terre, je vais dans la poubelle, donc je vais pas avec une feuille. Mais Vous auriez pu je le pense. reposer sur une voiture, ce que je veux dire par là. Non, quand même pas. Je suis pas distributeur de tracts. Mais non, je peux rien reprocher en fait au distributeur. Lui, il exécute ce qu'on lui dit de faire. Sur le parking, la guerre des tracts fait rage et elle fait même des victimes. Avant Jean-François, c'était Sophie qui tractait pour 24 heures fitness. Jusqu'à un jour d'avril où elle s'est retrouvée nez à nez avec le fils Vouros. Monsieur Vouros est sorti, il m'a dit t'as vraiment rien compris, je t'ai dit de dégager, dégage. Il m'a empoigné comme ceci et puis donc il m'a fait mal quoi. Et puis là vraiment il m'a empoigné, il m'a menacé en me disant dégage ou je te frappe. Sophie s'en est tirée avec quelques bleus et 8 jours d'arrêt de travail et elle a déposé plainte. Ah bon. Je crois que c'était avec vous. L'affaire est gênante. Pour en parler, les Vouros ont besoin qu'on leur rafraîchisse un petit peu la mémoire. Il aurait molesté la personne en question. Je suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Parce qu'il m'a dit qu'il avait déposé plainte. La personne avait déposé plainte. Peut-être. Mais donc il y a eu quelque chose quand même. On les sortir, on a demandé à la personne de partir, simplement. D'accord. Et donc elle a déposé plainte. Elle a déposé plainte. Elle a déposé plainte alors que vous lui avez juste demandé de partir? Tout à fait. La bagarre entre concurrents est parfois violente et elle est ruineuse en tracts et en affiches. L'an dernier, 24 heures fitness comme Moving ont dépensé chacun près du quart de leur chiffre d'affaires en publicité. Attirer de nouveaux clients revient cher, alors dès qu'il y en a un qui se présente, il ne faut pas le rater. Exemple au nouveau centre Moving. T'es étudiant, Julien, ou tu travailles? Ici, à longueur de journée, 2 hôtesses d'accueil font visiter les locaux. Il s'agit de faire signer un maximum d'inscriptions pour la plus longue durée possible. On va faire les portes à clé. Car le problème des clubs de gym, c'est de fidéliser. En moyenne, au terme de leur abonnement, seuls 2 clients sur 10 remplissent. Du coup, ce qu'on propose aujourd'hui, ce ne sont plus des contrats de 6 ou 12 mois, mais carrément de 2 ans. Et ça revient cher. Chez Moving, de 5 à 6 000 francs selon les formules. Alors comment parvient-on à vendre des abonnements aussi coûteux? Exemple, ce couple. Ah oui. Et là, ça va lui donner envie, Vous êtes je pense. très sportif? Vous savez que je suis déjà très... Ah Ils viennent de visiter et sont emballés. Les voilà prêts à passer à la caisse. non, c'est pas... D'entrée, Valérie leur propose la formule 2 ans et ses avantages. Une assurance interruption en cas d'accident, de maladie ou de grossesse. L'abonnement est interrompu. On peut donc suspendre son abonnement dans ces 4 cas-là. Un abonnement malgré tout coûteux, 5 400 francs par personne. Alors madame va chercher à savoir s'il n'y a pas moins cher. Et pour les 12 mois, ça serait... Au niveau des 12 mois, les 12 mois. Valérie est un peu gênée. Pour un an, évidemment, c'est meilleur marché, 3 600 francs. Mais là, l'assurance a disparu. Alors les clients n'hésitent plus. Non. J'entends les dettes près de moi. Sur 24 mois tous les deux? Affaire conclue, 5 400 francs par tête, soit un total de 10 800 francs, une coquette somme. Pour ce couple, pas de problème, madame sort son chéquier et règle le comptant. Mais pour la plupart des autres clients,
c'est beaucoup d'argent. Alors le truc des clubs de gym, c'est de leur proposer un paiement par mensualité. Mais là, attention aux mauvaises surprises. À 15 km du centre-ville, la maison des Martins. En janvier dernier, Madame Martin a passé la porte de 24 heures Fitness, le concurrent de Moving. Et elle est tout de suite tombée sous le charme. C'est vraiment assez agréable, ça fait club de vacances. Alors je me suis dit, ça va être génial, je vais avoir un corps de rêve et en plus, je vais dans un endroit qui est fabuleux. Moi, Madame Martin a donc signé pour 2 ans et elle est repartie ravie, une plaquette publicitaire sous le bras. Club, très joli d'ailleurs. Chez 24 heures Fitness, c'est plus cher que chez Moving. Son contrat d'adhésion stipule qu'elle doit verser 24 mensualités de 390 francs pour un montant total de 8060 francs. Seulement voilà, 390 multiplié par 24, ça n'a jamais fait 8060, mais 9360 francs. Au bout du compte, son abonnement lui coûte donc 1300 francs plus cher que prévu. 15 jours après avoir signé, Madame Martin a compris pourquoi. Oui, en ouvrant son courrier. La maison. C'est un document venant d'un organisme financier me disant... vous dit, là ? Alors nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez pour gérer votre compte permanent. Moi, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? France Finance, c'est une filiale de la Société Générale, c'est pas ma banque. Je me suis dit, il y a un problème. Le problème, c'est que sans le savoir, Madame Martin avait signé un crédit. Sur son contrat d'adhésion, c'était bien marqué, mais en tout petit. J'avais pas lu les petites lignes. Et dans les petites lignes, on vous parle de crédit? À crédit selon le contrat souscrit avec France Finance. Mais ça, moi, je l'ai pas lu. Qu'est-ce qu'on vous a dit au moment de la signature du contrat? On m'a dit, voilà... On vous a parlé de crédit ou pas du tout, on n'a jamais employé le mot crédit. Qu'est-ce qu'on a employé comme mot? Ça te fera des mensualités de temps. On va s'assurer un prélèvement automatique mensuel, comme ça, tu n'auras pas de problème. Tu n'y penseras pas, ça se fera automatiquement. Moi, j'ai dit oui, j'ai signé. Mais j'ai signé sans regarder, sans dire. Donc, à aucun moment, le mot crédit n'a été prononcé? Jamais. Résultat des courses, Madame Martin se retrouve avec un crédit sur le dos, sans rien avoir demandé. Et elle paye son abonnement 15% plus cher, les fameux 1300 francs, en fait, les intérêts de son emprunt. Pourtant, chez 24 heures Fitness, on se défend de faire signer des crédits à l'insu des clients. Il faut classer le dossier de Simone. Jean-Michel, le commercial, est formel. Ici, tout le monde signe en connaissance de cause. Vous leur parlez de crédit ou de prélèvement mensuel? Des deux, les deux. On leur montre, on leur explique que c'est un prélèvement et ensuite, de toute manière, quand ils signent, je veux dire, ils sont obligés de le voir. On leur remet un double puisqu'il y a un exemplaire pour le client. Jean-Michel parle donc de prélèvement et les clients découvrent qu'il s'agit d'un crédit en lisant ses papiers. Mais ces papiers, Madame Martin affirme ne jamais les avoir eus. Elle refuse de payer et elle a saisi une association de consommateurs. Des pratiques commerciales pas toujours très claires et des prix élevés. Pour rester à l'équilibre, les patrons de salles rament. Moving comme 24 heures Fitness ont peut-être beaucoup d'abonnés, mais entre les dépenses publicitaires et les frais de personnel, les deux clubs affirment ne pas rouler sur l'or. Yannick Voureau se verse un salaire de 15 000 francs, son père Jean-Pierre est carrément bénévole. Quant à Patrick Fauger, il touche 10 000 francs par mois. Alors à Perpignan, la forme peut-elle quand même rapporter gros? Le bon filon, c'est peut-être cette salle qu'il a trouvée, Amazonia. Et c'est aussi une chaîne. En haut de l'échelle, celle qui fait les carreaux, ce n'est pas la femme de ménage, mais la patronne de l'établissement, Lucie Ninès. Elle était caissière dans un magasin. Il y a quelques années, elle a rencontré par hasard le créateur du concept qui lui a proposé d'ouvrir une salle. Elle a emprunté 350 000 francs. Un petit investissement, car la salle n'est pas grande, il n'y a ni piscine ni prof. Quant au matériel, c'est en partie de l'occasion. Anthony Carreras. Et ici, Lucie fait tout toute seule. Après les carreaux, elle relance les clients. J'ai téléphoné pour avoir des nouvelles. Vous aviez fait une séance au club. Elle répare aussi les casiers. Quant à la jolie fresque sur le mur, devinez qui en est l'auteur. C'est moi qui fais. Oui. Vous l'avez compris, l'idée c'est donc de tailler dans les charges de personnel. Lucine est la causeur de bureau. En son absence, elle surveille ses clients de chez elle grâce à de petites caméras. Elles sont où les caméras? Il y en a une là-bas à l'entrée et une là au-dessus. D'accord. Donc ça vous suffit pour voir tout ce qui se passe. Mais alors ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir au restaurant ou aller au cinéma? On peut enregistrer. Un véritable libre-service de la forme, plus rentable que les grandes salles. Après un an à la tête du club, Lucie a déjà fait 200 000 francs de bénéfices
Mais son salaire n'est pas mirobolant. Je m'autorise 7300 francs. Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça me suffit pour l'instant. Est-ce qu'on peut en faire une affaire très rentable d'un club comme celui-là? Oui. Lucie en sait quelque chose. Elle possède un autre club Amazonia à Nancy. Chaque année, il lui rapporte 500 000 francs. En attendant de faire aussi bien à Perpignan, Lucie continue l'entraînement. Alors le fitness, tout le monde s'y met, certains vont même un peu plus loin avec des équipements de luxe, haut de gamme, on va voir ça dans un instant. Avec nous Hervé Lewis, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes un professeur de gym, un professeur un peu particulier parce que vous êtes le coach des stars. Vous avez entraîné pendant près de 20 ans Gianni Hallyday, Mylène Farmer, Jean Reno, Isabelle Adjani, beaucoup d'autres, Christy Turlington, Emmanuel Béard. Notamment avant les films et avant les shows, oui. C'est ça, vous les prépariez à leurs concerts, à leurs films. Vous nous raconterez des séances intensives. Ouais, c'est un peu plus que ce qu'on vient de voir là, évidemment, où là, ce sont des salles avec ces enseignes qui se battent, une lutte absolument incroyable. C'est incroyable. Certains disent que parfois c'est dangereux d'aller en libre accès comme ça sur ces appareils de musculation sans être suivi par un entraîneur particulier. Est-ce que c'est le cas? Je pense que dangereux, c'est quand même un mot peut-être un peu fort. Ce qui est sûr, c'est que même en étant sur une machine, il faut quand même bien placer son dos. Donc la zone à laquelle il faut faire le plus attention, c'est le dos. Parce qu'effectivement, on peut très bien être assis sur une machine et cambrer le dos ou avoir une mauvaise position. Donc je pense que ce qui est très important, même en allant comme ça sur des machines, c'est d'avoir quand même des conseils de position de départ, position d'arrivée, et puis les consignes, comment on doit faire le mouvement et où on doit placer la respiration également. Vous êtes un entraîneur qui aujourd'hui vous réservez une clientèle de stars, mais est-ce que vous avez déjà travaillé dans ce genre de salle de sport? Non, j'ai jamais travaillé dans aucune salle. J'ai toujours travaillé, j'ai commencé à peu près il y a plus de 25 ans, et j'ai toujours travaillé, j'ai commencé par m'entraîner moi, et puis en plus, ensuite, il y a des gens qui sont venus me voir, me demander des conseils, notamment un ami de Johnny à l'époque, et donc c'est comme ça que j'ai commencé, très naturellement. Et que vous êtes fait votre clientèle. Alors justement, on va regarder, vous restez avec nous, ceux qui préfèrent aujourd'hui avoir des services plus personnalisés, qui sont prêts à dépenser plus sur ce marché de la forme, soit en allant dans des salles haut de gamme où ils sont plus tranquilles, soit en ayant un service sur mesure chez eux, un entraîneur particulier comme Hervé Lewis par exemple. Alors justement, à quel prix s'élèvent ces prestations exclusives et jusqu'où ce marché du fitness haut de gamme se développe-t-il? C'est un reportage de Thibaut de Barberac et Nathalie Martin. Rive droite, le 16e arrondissement de Paris, un quartier chic. Sur ce parking des voitures de sport, nous sommes devant un des clubs de gym les plus huppés de la capitale, le Ken Club, en référence au nom du patron Pierre Benzaken. En créant cet endroit il y a 15 ans, ce kinésithérapeute a inventé en France le club de fitness très haut de gamme. Non, non, tu dois y être. Non, non, si, il faut y aller. Le patron tutoie ses clients et il est fier d'indiquer qu'ils ont tous de belles situations professionnelles. Le plus grand avocat de Paris. Ça va, Gilles? Ça va et toi? Tu n'as pas froid? Si. Mais là, oui, mais parce que ça se couvre juste à ce moment-là. Voilà. Alain Mamoumani. Ça va, Alain? La bourse? Comment elle est? Ah, la bourse ou la vie en ce moment, hein. Comment elle est? Très mauvaise. Des chefs d'entreprise, des professions libérales, mais ce qui a fait la réputation du club, ce sont ses clients vedettes, comme l'acteur Jacques Weber, qui après avoir arrêté le sport pendant quelques mois, revient ici pour perdre du poids. Ça va? Ouais. Alors, combien tu as pris, combien tu vas perdre? Non, ce que j'ai pris, c'était énorme, mais là, je commence à perdre. C'est après la pièce. Ouais, ben, comme je jouais Galilée, donc c'était un rôle énorme, donc j'étais à, je peux le dire, je m'en fous, j'étais à 125 kilos à peu près. Wow. Et là, je commence à faire tout ce qu'il faut. Si l'acteur a choisi ce club pour faire du sport et tenter de perdre du poids, c'est d'abord à cause du cadre, unique à Paris. C'est quoi ton objectif? Hein? Non, bah c'est en perdre 10-15, quoi. La plupart des clubs, où d'abord il y a beaucoup de monde, sont souvent dans des sous-sols, mais même la plupart sont dans les sous-sols. Alors là, je trouve que le jour pénètre, et comme je suis claustro, voilà, c'est aussi con que ça. Puis bon, moi j'ai fait l'ouverture, donc c'est un lieu où je me retrouve bien, puis voilà, je connais des gens. Pour faire venir les vedettes du showbiz, Pierre Benzaken a un allié de poids, son propre frère, connu dans les années 60 sous le nom de Frankie Jordan, une star éphémère de l'époque yéyé. 40 ans plus tard, il a toujours un bon carnet d'adresses, bien utile pour le club du petit frère.
Ici, voilà quelques exemples de coupures de presse que nous avons vues avec toutes les stars que nous fréquentons, que ce soit Cyrielle Claire, le commissaire Moulin, qui a d'autres, Marlène Jobert, bien entendu, Daniel, Julia Migenes-Johnson, le fils de Douglas, de Kirk Douglas. Pour profiter de cette grande piscine et de ces équipements sportifs haut de gamme, mieux vaut avoir les moyens. L'inscription coûte 12 000 francs la première année, 8 000 francs ensuite, c'est 2 fois plus cher que dans des clubs standards. Et ce n'est pas tout, il est fortement conseillé d'être parrainé pour obtenir sa carte de membre. Salut Norbert. Tu vas bien? Oh, tu as l'air cassé ce matin. Anne-Marie Bouel est cadre supérieur dans une grande entreprise. Il y a 15 ans, c'est un de ses amis, préfet et membre du club, qui l'a parrainé. Depuis, elle y vient en moyenne 5 jours sur 7. En haut, en bas, soufflez, inspirez. Pour son métier, responsable de la communication pour une marque d'alcool, Anne-Marie voyage en moyenne 3 mois dans l'année. Et lorsqu'elle est à Paris, ses journées se terminent régulièrement par des dîners d'affaires. Elle est rarement couchée avant minuit. Pour tenir ce rythme, elle s'astreint à faire 1 heure de sport tous les matins avant de partir au travail. Résultat, à 51 ans, elle garde la forme. L'impact, c'est que quand j'arrive à 9h au bureau et que j'ai fait ma gym, je suis calme et je suis prête comment dirais-je, à supporter la pression que je vais avoir dans la journée. Ça me permet vraiment d'aborder une journée, les encombrements, tout avec plaisir. J'arrive, je suis fatiguée ici à 7h30 et à 9h moins le quart, je suis en pleine forme. C'est indispensable dans votre boulot? À moi, c'est plus qu'indispensable. Je ne peux pas travailler si j'ai pas ça. La jambe arrière, attention. Ce marché de la forme haut de gamme ne profite pas qu'à quelques clubs très sélects. Car depuis quelques années, prenant exemple sur les États-Unis, quelques professeurs de gym se sont lancés sur le créneau des cours particuliers à domicile. Pas besoin de locaux spacieux et de matériel coûteux. Face à l'hôtel Matignon, dans un autre quartier chic de Paris, avec son blouson sur l'épaule, voici Jean-Pierre Clémenceau, 31 ans, un des seuls professeurs de sport qui arrive à vivre uniquement en donnant des cours particuliers. Il est 9h30 et il vient déjà de terminer son 3e cours de la matinée. Vous sortez d'un rendez-vous là? Ouais, d'un massage. C'était chez qui? C'était chez une personne qui tient un magasin d'antiquaires. Il y a 3 ans, Jean-Pierre Clémenceau était un professeur comme beaucoup d'autres, simple salarié d'un club de fitness. Aujourd'hui, il gagne 2 fois plus grâce à une idée toute simple, proposer des services sur mesure en prenant sa voiture pour aller chez le client. Le problème des salles de sport, c'est qu'il y a trop de gens qui vont dans les salles de sport et qui ne sont pas pris en charge parce qu'on ne s'occupe pas assez d'eux, parce qu'on les laisse tomber, on leur fait un programme, on leur dit débrouillez-vous. Donc les gens, ce qu'ils ont besoin, ils sont prêts à investir de l'argent pour leur corps. C'est-à-dire qu'il y en a qui investissent de l'argent pour une voiture parce qu'ils ont dit voilà, j'ai mis de l'argent de côté pour m'acheter une voiture et voilà, c'est mon plaisir. Il y a d'autres gens, surtout 80%, au moins 90% de femmes, qui sont prêts à investir de l'argent pour dire voilà, moi je veux un coach et je ne veux pas perdre mon temps à aller dans une salle de sport, à faire 1, 2, 3, 4 et puis au bout de 2 ans être aussi toujours au même niveau. Bon, marche arrière doucement. On part comme ça, doucement. Regarde derrière, on monte les jambes. On y va, 3, 1, 2, 3, on part, on y va, allez, on pousse. Avoir un coach rien que pour soi à 400 francs de l'heure, c'est le privilège que s'offre Patrick Eringer. Vice-président d'une des plus grosses agences de publicité d'Europe, il a enchaîné pendant 20 ans des journées de travail de 12 heures sans faire de sport. Il y a 2 ans, il a eu peur pour sa santé. Un week-end de ski avec des clients, j'ai pas pu me relever sur la pente. Et là, je me suis dit qu'il était temps de faire un peu d'exercice. Si vous ne respirez pas, je suis obligé de tirer un peu plus fort. Comme vous ne respirez pas, je vois bien. Respirez. Ah ouais. J'entends rien alors, c'est pour ça. 2 fois par semaine, Jean-Pierre Clémenceau lui impose 1 heure de torture physique. Ok, on la localise la cuisse ou pas là? Oui. Un petit peu ou beaucoup? Beaucoup. Ok, d'accord, je vais monter plus haut. Ah, ça je pars. Et des heures de souffrance à 400 francs, Patrick Eringer s'en paye 2 par semaine. C'est un minimum pour obtenir des résultats. L'investissement n'est pas mince, ça représente tout de même 40 000 francs par an. Malgré ces tarifs, en ce moment, l'agenda de Clémenceau est plein. Avant la plage, c'est la haute saison. Ce qui se passe, c'est que 2 mois avant les vacances, les femmes, elles veulent tous avoir des fesses en béton et un ventre plat, et les mecs, une table de chocolat au niveau des abdominaux. Donc il est plein parce qu'ils disent, voilà, je pars dans 2 mois à Saint-Tropez, est-ce que je peux avoir le ventre plat? Et la fille, elle dit, est-ce que je peux avoir des fesses en béton? Alors, c'est pas possible, mais bon, je fais ce que je peux pour les entraîner pour qu'elles soient en forme, pas pour qu'elles soient toniques, parce qu'elles sont toujours molles. C'est qu'ils sont molles à la base. Malgré son langage direct, Jean-Pierre Clémenceau est devenu la coqueluche des stars. Il entraîne entre autres Juliette Binoche et Laetitia Casta.
C'est une de ses clientes, journaliste de télévision, qui l'a introduit dans ce milieu du showbiz. Le bouche à oreille a fait le reste. Ma première star, c'était Charlotte Gainsbourg. C'est la première, donc j'ai eu Charlotte qui en a parlé à Somme. Je l'ai connue par Chiara Mastroianni. C'est une star, Chiara Mastroianni. Ouais, c'est une star. Et donc j'avais connu Chiara et Charlotte en même temps, plus ou moins. Et Chiara en a parlé à Charlotte, Charlotte en a parlé à sa mère, à Jen en a parlé à Taliba, Taliba il en a parlé à... Enfin, ça fait boule de neige. On y va doucement, on prend son temps, on se serre le ventre. Une de ses élèves les plus assidus, c'est l'actrice Christine Boisson. Avant, elle faisait de la gym toute seule en suivant des leçons de fitness sur cassette vidéo. Les résultats n'étaient pas franchement probants. Alors, il y a 1 an et demi, pour préparer un de ses rôles, elle a rejoint le club des souffres-douleurs de Monsieur Clémenceau sur les conseils de son amie Jane Birkin. On va se fléchir en bas. Top. 1, 2, Ça, c'est 3, mortel. Ça, c'est 4. mortel. On remonte. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah. Je voulais me remettre en forme sérieusement parce que je savais que j'avais un film à tourner dans lequel j'étais assez dénudée, même très dénudée. J'avais plus à parler. Et je disais à Jane, oui, tu peux pas savoir ce que je fais comme gym, j'ai mal partout, tout ça. Elle me dit, oh, Clémenceau, tu peux voir, Clémenceau, lui, il te tue. On descend 1 cm et on remonte. Et depuis 1 an et demi, 3 fois par semaine, lorsqu'elle est à Paris, Christine Boisson commence sa journée en transpirant et jurant sous l'œil de son prof. Des fois, je hurle de douleur. Ah, pitié. Génial, 8. Abdos, épaules, fessiers, cuisses, toutes les parties du corps y passent. À 45 ans, en déboursant tout de même près de 1 000 francs par semaine, Christine Boisson a retrouvé tout son tonus. Et 5. Ok, on pose, c'est bon. Souffle. Il faut minimum 3 mois quand même avant de voir un peu de tonus, quoi. Se dessiner sur les muscles, un petit peu plus de fermeté. Et puis au bout de 6 mois, on commence vraiment à se remodeler, quoi. Et c'est long, hein. C'est long et fastidieux et chiant. Il faut bien le dire. Il faut quand même du courage pour le faire. Et bon vent, hein. Généralement, il y a des gens qui disent que les stars et tout, ils sont un peu snobisme et puis un peu frime et tout. Mais moi, je trouve qu'ils sont tous sympas. Parce que là, Christine Boisson, c'est vraiment super fort. Ouais, elle est en super forme, mais bon, elle en fait régulièrement. Et puis si vous voulez, elle a ça dans la peau, quoi. C'est-à-dire que... Le truc, c'est que, comme les Américains, elle a tout compris, si vous voulez. C'est qu'elle fait de la gym pour son corps, et puis elle se dit pas, voilà, je me laisse, je prends du temps, je prends de l'âge, et puis je verrai ça plus tard. Elle a compris qu'en fin de compte, son corps, c'est son capital. Et le fait de faire de la gym, eh bien, c'est ça qui va la mettre en forme, qui va l'entretenir et qui va lui permettre d'être compétitive dans tout. Pour obtenir ce résultat, les clients de Jean-Pierre Clémenceau sont donc prêts à en baver. Mais pour ceux qui veulent paraître en forme sans souffrir, il y a une autre solution, à condition d'avoir les moyens. Jean-Louis est chirurgien à Paris. Depuis 4 ans, il ne fait pratiquement plus de sport, son agenda est trop chargé. Aujourd'hui, après 6 heures de travail au bloc opératoire, au lieu d'aller déjeuner, il va s'offrir une séance de remise en forme dans cet institut de beauté d'un genre un peu particulier. Il est exclusivement réservé aux hommes. Bonjour, vous allez bien? Ici, pas de problème de parking, un voiturier est là pour ça. Car c'est un endroit luxueux. En 1h15, Jean-Louis va dépenser 2 000 francs. Voilà, très bien. Jean-Louis passe d'abord 3 quarts d'heure dans cette cabine individuelle, entre les mains expertes de Delphine, l'esthéticienne. La séance commence par un massage du dos et des épaules. Vous allez pouvoir vous retourner? Oui. Ce genre de soins pour Jean-Louis, c'est l'occasion de décompresser, mais le plus important, c'est de soigner son image, faire comme s'il était toujours en forme. Dans ma profession, il y a une grande part de communication, et c'est à la fois un respect pour moi-même, mais aussi un respect vis-à-vis de mes patients, de me montrer sous un angle le plus net et le plus propre possible. Depuis 4 ans, Jean-Louis vient 1 fois par semaine ici. Et pour soigner son apparence, il ne se refuse rien. Sur le visage, il a le droit à des crèmes, des massages, des gommages et même un masque. Une pratique dont peu d'hommes se vantent, mais Jean-Louis assume sans aucun problème. Ça ne porte aucune atteinte à ma virilité, dans la mesure où je ne suis pas dans un environnement féminin. Il est certain que je n'irai pas dans un institut pour femmes pour me faire faire ce genre de soins. Ce concept d'institut de beauté pour hommes a été lancé en 1990 par Marc Delacre.
Ex-premier coiffeur dans le plus réputé des salons parisiens, il a mis 5 ans à convaincre des financiers anglais d'investir plus de 10 millions de francs. On était des fous au début, tout le monde ne croyait pas, tout le monde riait. Je disais, mais comment on peut faire des choses comme ça? Aujourd'hui, tout le monde vient nous séduire, le monde entier défile. C'est nous, ça me fait très très drôle aujourd'hui de dire que j'étais en avance et de continuer à dire on est encore les précurseurs. En termes de nombre de clientèle, fréquentation, sur ces 10 ans, vous avez eu une... Exponentielle. Aujourd'hui, il fait le plein tous les jours. Homme politique, artiste ou businessman, pour venir ici, les clients sont prêts à payer cher. La coupe de cheveux est à 250 francs, 2 fois plus cher que dans un salon de quartier. Le café est à 15 francs, le mot gentil est gratuit. Un petit café, cher Marc. Un petit café, un moment délicieux, ça a été parfait. Détendu, prêt à affronter la journée, le reste de la journée. Un moment de douceur dans un monde de brut. Un monde de violence. Après les soins du corps et du visage, Jean-Louis s'est installé au salon de coiffure pour un brushing. Et comme c'est le patron en personne qui officie, il y aura un supplément de 55 francs. Et ce n'est pas tout. Il va avoir droit à un petit service supplémentaire. L'employé qui s'en charge, c'est Tony. Cet Argentin est un ancien artisan bottier reconverti en cireur de chaussures. Son atelier n'est pas aussi luxueux que le reste de l'établissement. Il travaille dans la sortie de service, un couloir de 3 mètres carrés. Vous en cirez beaucoup, monsieur, des paires de chaussures par tous les jours? Ah oui, oui. 20, 25 à peu près. Hein. En général, c'est de la belle chaussure ou il y a des clients qui viennent en basket? C'est ce qu'il y a de mieux comme chaussure. Hein. C'est Lobo, Berluti, Weston aussi. Ça, c'est quoi ce que vous savez de... Et celle-là, c'est Berluti. Ah oui, ce sont mes chaussures préférées. Hein. Regardez, maintenant, ça, c'est la touche finale. Vous voyez comment ça commence à briller? Il a fait des chaussures de gars glacées. Le cirage, comme le reste bien sûr, c'est payant, 50 francs. Pour se faire pouponner de la tête aux pieds, Jean-Louis aura dépensé en tout 2000 francs. L'an dernier, 17 000 hommes sont passés comme lui dans cet institut. À très bientôt. Merci pour tout et au plaisir de vous avoir. À bientôt. Merci. Alors on a le sentiment qu'il y a là un vrai marché qui se développe avec une mode pour des gens qui ont les moyens, il faut bien le dire, parce que ça coûte cher, qui s'intéressent de plus en plus à leur physique, à leurs conditions physiques, à leur corps. Et les chaussures aussi, là, j'ai vu. Jusqu'aux chaussures. Ouais. Non, mais vous confirmez cette mode, et notamment pour les hommes, c'est dans ces instituts de beauté, par exemple, qui il y a plus de honte pour les hommes, je pense, à s'occuper un peu de leur beauté. Après avoir fait le sport, je pense que c'est une espèce de chemin plus ou moins évident. Après s'occuper de s'être occupé de son corps, maintenant ils s'occupent de leur beauté, les crèmes, les soins, etc. Moi, ce que je reproche un petit peu là-dedans, c'est que c'est un petit peu trop passif. Ça peut être intéressant pour un PDG qui est effectivement stressé ou un chirurgien, comme c'était le cas dans le reportage, parce qu'à mon avis, il se retrouve, c'est plutôt le côté relaxation qui est intéressant. Donc le côté un petit peu massage et relaxation. Mais je pense que c'est plus intéressant, on peut avoir des résultats beaucoup plus efficaces par un travail physique et par un travail plus actif. Là, c'est un côté un petit peu passif que, personnellement, moi, ça m'attire pas trop. Alors on a vu le côté physique avec les entraînements. Vous entraînez pas mal de gens, une clientèle assez sélecte. Est-ce qu'il y en a qui deviennent un peu des drogués du fitness, qui se mettent comme ça à faire des exercices, de la musculation, de la course et qui ne peuvent plus s'arrêter? Plus s'arrêter. Johnny, par exemple, quand on a commencé ensemble, il s'entraînait que de temps en temps avant les spectacles. Puis après, de plus en plus, ça lui est devenu indispensable. Donc on partait aux États-Unis. Effectivement, au départ, on s'entraînait 1 heure, et puis ensuite, c'est devenu 2 heures, puis après 2 fois 2 heures, puis après, on s'entraînait finalement toute la journée, quoi. Donc c'est vrai que on découvre beaucoup de choses dans le fait de faire du sport. Johnny, par exemple, c'était déjà un peu un athlète de la scène. C'était effectivement quelqu'un tout à fait hors du commun. Donc, il aimait s'entraîner de façon excessive. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'entraîne d'une façon excessive. Mylène Farmer, pour prendre un autre exemple, elle est super douée physiquement. Donc, Mylène aurait pu, par exemple, être une championne de gym. Elle a beau des qualités physiques très étonnantes. Et effectivement, les stars ont souvent des qualités physiques et des qualités d'énergie. Parce qu'en fait, le problème, c'est l'énergie. Hein. Pour être sur scène et pour donner aux autres, il faut avoir une certaine énergie, il faut avoir quelque chose de particulier, quoi. Et donc, il faut l'entretenir. Alors, dans le reportage que nous avons vu, il y a beaucoup de cadres aussi, de gens qui travaillent beaucoup, assez stressés et qui veulent entretenir leur physique. On entendait cet homme qui disait, moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé 12 heures par jour, et puis un jour, je me suis retrouvé sur une piste de ski, et là, j'ai pas pu me relever, j'ai eu peur. Et son entraîneur disait qu'il faut minimum 2 heures par semaine d'entraînement. C'est ça le minimum? Je crois que 2 heures, c'est même un petit peu juste. Je pense que le super minimum, c'est 3 fois 1 heure par semaine, donc c'est-à-dire 3 heures par semaine. Je pense que ce cadre s'est aperçu que ce qui était important dans la vie, c'était l'équilibre entre le physique, le mental et puis peut-être un peu de spirituel. Mais là, ce sont des gens souvent qui ont développé beaucoup le mental,
pas trop de spirituel des fois, et puis surtout pas du tout le physique. Donc c'est clair qu'au bout d'un moment, se sentant un petit peu faible, ils ont envie de remettre tout ça en condition. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça rend les gens, je pense, meilleurs de souffrir un peu physiquement. Ça rééquilibre un peu tout. Ouais. Et quel est votre tarif d'entraîneur particulier? On va dire que ça va de 0 à 1000 francs par jour, quoi. Quand il y a un événement qui peut durer 15 jours, 3 semaines, un mois, enfin après c'est au nombre de jours. Voilà, et il paraît que maintenant les producteurs de films mettent dans les budgets des films un forfait préparation physique des acteurs. Oui, je crois que maintenant ça se fait. Je crois que c'est une bonne chose, comme ça on peut préparer les acteurs mieux pour leur rôle, quoi. Et quand on n'a pas les moyens de s'offrir un entraîneur particulier... Quand on n'a pas les moyens, on peut devenir son propre coach, c'est-à-dire s'entraîner soi-même en prenant des décisions. Je crois qu'il y a deux façons. On peut avoir des illusions et essayer de les justifier, ou au contraire avoir des rêves et essayer de les atteindre. Et à partir de là, on se regarde dans la glace, on dit je voudrais faire ça, et tout le monde peut se prendre en main, tout le monde peut faire quelque chose. Par exemple, arrêter de fumer, ça coûte rien, et au contraire, même ça rapporte de l'argent. Oui, c'est une question de volonté quand même souvent. Oui, une question de volonté, mais c'est bien d'en avoir un petit peu. Ouais. Bon, merci d'avoir été avec nous. Je signale d'ailleurs qu'on peut vous retrouver sur la chaîne du câble et du satellite Teva, avec l'émission Teva Gym tous les matins, où là, on voyait Christine Boisson qui disait « Moi, ça ne me suffisait pas de prendre des cours par cassette, il fallait que j'ai un entraîneur particulier. » Enfin, il y en a qui suivent comme ça à la télévision les cours de gym, et ça peut marcher. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons continuer sur ce marché de la forme, un marché très prospère, avec d'autres reportages dans la deuxième partie de cette émission. A tout de suite après une page de publicité. Des poudres miracles pour maigrir, c'est la mode des régimes protéinés. Sont-ils efficaces? 700 sources d'eau minérale en France, une cinquantaine dans les rayons d'hypermarché. Qui fait fortune avec de l'eau? J'ai de la forme sans parler des régimes. Un Français sur 4 cherche à perdre du poids, et surtout à cette époque-ci de l'année, juste avant l'été. Et en ce moment, il y a une formule qui fait un tabac. Ce sont les régimes protéinés, des sachets qui se substituent en partie à vos repas et qui offrent en apparence des résultats rapides et spectaculaires. Sans trop d'efforts et de sacrifices, on vous promet de perdre jusqu'à 3 ou 5 kilos dès la première semaine. Qui sont ceux qui ont inventé ce procédé? Combien vos kilos en trop leur rapportent-ils? Jusqu'où incitent-ils les médecins à conseiller ces régimes? Et ces derniers peuvent-ils parfois être dangereux pour votre santé? C'est un reportage de Laurent Schuming et Tania Goldenberg. Martine Leroux, 34 ans, a complètement changé de vie. Il y a encore quelques mois, elle était dans l'informatique. Elle a investi 500 000 francs pour ouvrir à Paris cette boutique spécialisée dans les régimes. Oui. Ce n'est pas très grand, juste quelques étagères et quelques boîtes, parce que Martine Leroux ne propose à ses clientes qu'un seul type de régime, la diète protéinée. Je peux faire ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voulez opter pour des protéines plutôt salées? Oui. Oui, c'est un régime à base de protéines sous forme de sachets et beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes parce que tant que vous êtes en régime hyperprotéiné, donc vous n'avez pas faim puisque la protéine a coupe-faim naturelle. Voilà l'astuce, les protéines coupent la faim et ne font pas grossir. En tout, une soixantaine de préparations, aux légumes, au poulet. Il y a même du hachis parmentier, des recettes sans graisse, sans sucre et uniquement à base de protéines. Rien de très appétissant et pourtant, certaines clientes sont déjà accros. Oui, 2 semaines, donc je vous donne 2 boîtes. Hein. Non, non, beaucoup plus. Beaucoup plus? Vous n'en prenez qu'un par jour? Donnez-moi 5. Elle en prendra même une 6e. En 10 mois, Martine Leroux s'est déjà fait une clientèle bien décidée à perdre des kilos. Pas grave, laissez. J'ai commencé au mois d'octobre, au mois de mai, et j'en ai donc perdu 18. J'en suis à peu près une vingtaine de kilos à moi. Et là, vous êtes à moins 20? Moins 22. Le mieux dans ce régime, c'est vraiment de ne pas avoir faim, quoi. Parce que je crois que le problème des régimes, c'est ça. Réussir son régime, le problème fait régulièrement la une des magazines. Maigrir, le régime maillot de bain. Un corps de rêve, ce qui marche vraiment. Régime Express, la dernière chance avant les vacances. La minceur, c'est un marché énorme de 10 milliards de francs. Et la consommation de produits de régime ne cesse d'augmenter. Mais les modes changent très vite, les fabricants doivent sans cesse se renouveler. Tu veux maigrir? Et c'est le régime dur. Tu ne manges que ça. Dans les années 80, ce qui fait fureur, c'est le régime Weight Watcher, qui propose une méthode pour maigrir en groupe. C'est formidable. Et il y a une réunion Weight Watcher toutes les semaines pour t'aider à aller jusqu'au bout. Eh oh, tu sais ce que je me prépare là comme dîner? Il est détrôné quelques années plus tard par Slim Fast, des substituts de repas vantés par des vedettes comme ici Clémentine Célarier. Regarde un vrai repas. Tu vas voir, tu vas pas te reconnaître. Une vraie sirène. Mais depuis 4 ans, ce qui fait un malheur, ce sont les protéines. Rien qu'à Paris, on compte déjà une vingtaine de boutiques qui ne vendent que ça. Combien faut-il dépenser pour ces régimes et sont-ils vraiment efficaces?
Bonjour mesdames. Marie-Josée a 45 ans, elle est commerciale et elle aussi vient de succomber à la dernière mode. Liquide en fin de compte. Vous êtes parti pour 5 kilos? Oui. On y va? Oui. Bon, alors on y va pour le cacao chaud. Je vous mets donc tout de suite les 15 jours de régime. Elle en prend déjà pour 15 jours et c'est pas donné. Ça vous fait donc 570 francs, madame, s'il vous plaît. Je vous donne un stylo. Par mois, cela fait donc entre 1000 et 2000 francs selon l'intensité du régime. Marie-Josée a choisi la formule légère. Il y a environ donc 6 boîtes, avec 7 sachets à l'intérieur. Et donc, pour essayer assez rapidement de perdre des kilos qui se sont mis cet hiver, 4-5 kilos cet hiver. Bon, j'ai pas grand-chose à perdre, mais je veux dire, comme je pars en vacances assez tôt, là, j'ai plus beaucoup de temps. Dès le lendemain chez elle, dans la banlieue parisienne, Marie-Josée commence son régime. Au menu ce midi, champignons, légumes à volonté et bien sûr, un petit sachet. Alors ça, qu'est-ce que vous allez préparer là? C'est quoi le sachet là? Alors c'est une omelette au fromage. Montrez-nous l'omelette, à quoi ça ressemble? Je vais vous la faire. Non mais là. Ah là? Ah ça? Ah oui, pardon. Le sachet? Oui, ça fait un peu en 2000. L'omelette en question, c'est de la poudre. Ça se prépare en 5 minutes avec un peu d'eau. Agitez fort. Et voilà le résultat. Et dans la consistance, dans la préparation, ça ressemble vraiment à une omelette normale ou Bah oui, regardez. Je sais pas si vous voyez. Si par exemple je la... Regardez. Ah ouais. Vous voyez, si je vous la mets comme ceci... Bon là, j'ai pas mis les herbes avant, mais ça fait rien. Je vais les mettre maintenant. Voilà. C'est bon, hein? C'est bon? Marie-Josée est plutôt convaincue, ça ressemble vraiment à une omelette. Mais ce n'est pas le cas de toutes les préparations. Hachis parmentier. 150 ml d'eau chaude. Et c'est quoi les petits points noirs? Dans le hachis, qu'est-ce que ça peut être? Du persil, non? Je sais pas. C'est pas des points noirs, c'est des points verts. C'est la viande peut-être? Un petit bout dedans. Et un petit bout de quoi? Un petit bout. Un petit bout du parmentier. Pas mauvais, mais il faut bien le dire, ça ne ressemble pas tellement à un hachis parmentier. Mais le plus étonnant, c'est le chili con carne. Attendez. Un plat mexicain très épicé, normalement un mélange de viande et de haricots rouges. Ça pique. Voilà. C'est une soupe? Bah écoutez, j'en sais rien. C'est de la viande, hein. Montrez-nous la viande. Bah oui, c'est de la viande, hein. Le chili con carne, c'est ça, en fin de compte. Hein. Mais il n'y a pas d'haricots rouges ou des choses comme ça là? Si, j'en ai vu un. Vous croyez? Vous le voyez là? Il doit se sentir un peu seul quand même, non? 15 jours plus tard, Marie-Josée a bien perdu 4 kilos. Une méthode apparemment efficace, mais qui peut présenter certains dangers. Car au début des années 70, ce régime a été conçu uniquement pour soigner les obèses. Jacques Fricker est l'un des chercheurs qui a élaboré la méthode. Il nous a expliqué qu'après avoir été mise en vente libre aux États-Unis, 12 personnes sont mortes pour l'avoir mal utilisée. Depuis, les règles pour suivre le régime sont très strictes. On a affiné la technique pour essayer de savoir comment manier au mieux ces diètes protéinées et on a défini certaines règles. Ces règles sont d'abord la réserver aux vraies obésités parce que lorsqu'on n'est pas obèse et qu'on suit ce type de régime, on va perdre trop de muscles, d'où un risque de reprise de poids après. Deuxième règle, ne pas faire durer la diète protéinée plus de 8 semaines, c'est important. Primordial également de voir un médecin avant et pendant. Il y a une surveillance cardiaque à faire. Ces précautions restent toujours valables aujourd'hui et elles n'ont pas empêché les régimes de se multiplier. Leurs noms ne vous diront pas grand-chose. Protidéal, Pronergil, Protical ou Protidiète, toutes vous proposent des sachets de poudre à 500 francs le kilo. Alors qui se trouve derrière ces marques? Direction la banlieue de Montpellier. Ce laboratoire appartient à Pierre-Martin Privat, un docteur en pharmacie qui fabrique depuis 4 ans des produits protéinés. Dans toutes ces préparations, la base reste toujours la même. Là, vous avez une protéine de lait. La protéine de lait, c'est du lait dont on a retiré l'eau, les graisses et le sucre. Une poudre très fine, vous voyez. Une poudre très très fine. Alors là, vous avez une protéine de soja. La consistance est un peu différente. Et là, vous avez une protéine d'œuf. Effectivement, c'est un peu plus jaune. Mais au niveau texture, c'est à peu près la même chose.
Ces poudres lui reviennent en moyenne à 100 francs le kilo. Elles sont revendues 5 fois plus cher en magasin, mais il y a d'abord pas mal de travail pour les rendre appétissantes. Le consommateur, il veut un bon goût. Alors il y a certaines protéines qui n'ont pas un très bon goût. Ah, ça n'a pas un bon goût tout ça à l'origine. Pas toujours. Donc attendez, il y a certaines protéines qui sont neutres, mais certaines qui ont un goût, le goût du petit lait, un goût un peu de fromage, si vous voulez. Améliorer le goût des protéines, c'est un travail de chimiste qui consiste tout simplement à rajouter des arômes. Et pour séduire le consommateur, il faut sans cesse lui en proposer de nouveaux. Donc là, j'ai du poulet rôti en poudre. De l'arôme chou-fleur en poudre. Quelques perles, donc arôme poulet asiatique, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Montrez-nous à quoi ça ressemble le poulet asiatique. En ce moment, le laboratoire travaille sur un grand classique, la fraise. C'est un des parfums qui marche le mieux, pourtant le goût est encore trop chimique et il faut donc améliorer la recette. Je pense qu'il manque un peu d'édulcorant, mais c'est pas mal. C'est pas mal? Cet arôme-là est meilleur que l'autre. Il faudra qu'on mette un colorant par contre aussi, parce que bien sûr, on a mis l'arôme, mais pour que ça ait la couleur de la fraise, on met des colorants naturels. Bon, mesdames, si vous voulez passer. Mais avant de lancer son produit sur le marché, Pierre-Martin Privat veut être sûr de son coup. Pour tester ses nouveaux arômes, il fait donc avec les moyens du bord. Ses employés lui servent de cobayes. On va diluer. Est-ce qu'à votre avis, c'est moins chimique que l'arôme actuel? La formule ne fait pas l'unanimité. Tout est à recommencer. La deuxième préparation est plus concentrée, c'est ça? C'est plus compact. C'est plus épais. Une fois les arômes mis au point, sous quelle marque sont vendus ces régimes protéinés? Il y a bien sûr la marque de Martin Privat. Mais surprise, il fabrique aussi pour une dizaine de marques concurrentes. Et à l'intérieur, ce sont parfois les mêmes sachets. Vous avez par exemple cette marque, qui est une marque qui vient de se lancer, qui utilise des formules qui sont nos formules. Ce sont nos formules intégrales. C'est-à-dire que l'arôme abricot qu'on va trouver sur cette marque-là, l'arôme caramel... Ça va être le même que chez nous. Que chez Hyperpro. D'accord. Certaines sociétés nous commandent directement les sachets en vrac. Donc nous livrons, nous, les sachets en vrac. C'est-à-dire que vous avez développé, vous avez votre produit. Voilà. Et eux, ils l'achètent comme ça, voilà. tel quel. Donc ils achètent le produit tout fini. Donc ils peuvent profiter, nous, de notre mise au point, de nos recherches. Et à ce moment-là, arriver à vendre sous leur marque des produits que nous avons fabriqués, qui sont en fait des standards chez nous. Bref, il n'y a qu'à changer l'emballage, car c'est parfois la seule différence qui existe entre certaines marques. Alors comment sortir du lot pour s'imposer sur ce marché? C'est le travail des visiteurs médicaux comme Céline Pic. À 24 ans, elle travaille pour une marque de diète protéinée. Et elle démarche les médecins car une fois sur 4, quand vous suivez un régime, c'est un médecin qui vous l'a prescrit. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec l'un d'entre eux, dans le centre de Paris. Donc c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de savoir déjà s'il est prescripteur de ce type de régime, savoir un petit peu... S'il en parle à ses patients, c'est ça? Voilà, si déjà il connaît la méthode, s'il la propose aux patients. Ensuite, qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il propose des sachets, oui ou non? À la rigueur, lesquels? Voilà, et puis lui suggérer de proposer les nôtres. Mais à ce jeu-là, elle n'est pas la seule. Tous les laboratoires sollicitent les médecins à longueur de journée. Bonjour, je suis Céline Pic du laboratoire. Cette fois, elle a réussi à s'imposer rapidement entre deux consultations. Et elle a très peu de temps pour être convaincante. Allez-y, entrez. D'accord, merci. Voilà. La méthode est simple, elle repose sur l'association. Le docteur Danjean connaît déjà la méthode. Alors Céline va très vite à l'essentiel. Des échantillons que le médecin pourra donner gratuitement à ses patients. Protéines. Et puis je peux vous laisser quelques sachets que vous leur ferez déguster sans problème. Donc, elle lui présente bien sûr les dernières nouveautés de sa marque. On a par exemple les gruaux, les pancakes, les gâteaux pour varier un maximum les plaisirs. Parce que les soupes qu'on trouve partout... Voilà. Et d'ici une semaine et demie, il va sortir l'entremets mangue. Voilà. Donc on va pouvoir un petit peu changer les habitudes. Donc là, vous pourrez trouver l'adresse de nos boutiques et puis donc le téléphone pour pouvoir les commander et le proposer à vos patientes.
Donc à Paris, c'est vrai qu'on a 3... Là, c'est un entretien classique, mais pour convaincre les médecins, certains visiteurs médicaux ont recours à des arguments beaucoup plus persuasifs. On vous propose soit un pourcentage sur ce que vous prescrivez, soit on vous propose des contreparties. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Concrètement, on vous donne un cahier de prescription et vous mettez votre tampon là, et la patiente commande par correspondance ou va directement au laboratoire avec votre prescription. Donc en fait, la maison retrouve tel médecin a prescrit ça. On retrouve votre cachet. Voilà. Une prescription, en voilà une. Un document imprimé par le laboratoire. Le médecin n'a plus qu'à préciser le nombre de sachets qu'il vous faut et surtout à mettre son cachet pour que le laboratoire sache à qui envoyer la commission. Une pratique interdite et pourtant bien connue. Vous savez que vos concurrents pratiquent ce genre de choses, hein? Bah, officiellement, on ne sait pas tout, mais je sais que ça existe, oui. C'est clair, il y a certains médecins qui directement, qui eux, au contraire, sont motivés par ce genre de situation et nous demandent, mais... C'est-à-dire qu'il y a même des médecins qui vous demandent à vous de savoir s'il y a un intéressement? Ça existe, mais nous, on ne pratique pas, donc la discussion est vite terminée. Vous l'avez demandé? Ça m'est arrivé, oui. C'est pas une méthode médicale et correcte. Le docteur Dangean ne mange pas de ce pain-là. Mais nous avons voulu en savoir un peu plus sur ces bons de commande préimprimés. Et nous avons fait d'autres découvertes. Au cours de notre enquête, nous avons fait le tour de la plupart des fabricants. Nous nous sommes notamment intéressés à cette boutique. C'est le point de vente du laboratoire Oligo Pharma qui fabrique les produits EasyDiet. À chaque fois que nous avons contacté cette société, nous avons été orientés vers un certain docteur Sahal. Bonjour docteur. Officiellement médecin conseil du laboratoire, il n'a jamais souhaité nous parler devant une caméra. Nous avons découvert que ce médecin avait aussi un cabinet en ville pas très loin du magasin, en tant que spécialiste des régimes. Pour en savoir un peu plus, nous avons envoyé une de nos collaboratrices en consultation minceur. Le docteur lui propose soit un traitement à base de piqûres, soit une diète protéinée. Elle choisit la deuxième option et ressort avec un de ces fameux bons de commande préimprimés. C'est la méthode EasyDiet du laboratoire Oligo Pharma. 20 jours de traitement, il y en a pour 1200 francs. Le docteur a mis son cachet sur le bon de commande. Il n'est pas le seul à le faire, mais c'est strictement interdit par le Conseil de l'Ordre des médecins. Je pense qu'il peut conseiller effectivement, en fonction de l'état de santé du patient, de prendre tel ou tel produit, mais il n'a pas à prendre un bon de commande qui soit pré-identifié, pré-rempli et de le signer. Encore plus troublant, en tapant Oligo Pharma sur le registre du commerce du Minitel, nous découvrons que le dirigeant n'est autre que Madame Marlène Sahal. Le docteur lui-même nous a indiqué qu'il s'agit de sa femme. Alors un médecin a-t-il le droit de prescrire des produits fabriqués et vendus par son épouse? C'est pas interdit sur le plan strict du droit, mais sur le plan de la pratique, ça peut effectivement poser des problèmes. Si on s'aperçoit que c'est simplement un alibi ou un masque quelconque pour cacher une activité que moi je qualifierais tout à fait délictueuse, hein, en fait, eh bien le médecin sera quand même inquiété. Notre médecin prescrit-il souvent les produits vendus ensuite par sa femme? Au téléphone, il nous a assuré qu'il ne le faisait qu'une fois par semaine. En tout cas, la demande des patients est de plus en plus forte pour les produits minceurs. Selon un sondage, un Français sur 4 a suivi cette année un régime pour essayer de perdre du poids. Alors sur ce marché des régimes, la tentation peut exister pour certains médecins de se livrer à un commerce, d'autant que ce sont des substituts de repas, ce ne sont pas considérés comme des médicaments, tous ces régimes protéinés. Le docteur Sahal, malheureusement, n'a pas voulu s'exprimer, il nous a simplement dit qu'il était connu du Conseil de l'Ordre, c'est un médecin réputé. Pierre Haenel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Conseil de l'Ordre. Oui. Alors évidemment, il n'a commis aucun crime, loin de là, les produits qu'il prescrit sont sérieux, simplement il semble contraire à la déontologie, à l'éthique du code médical. Sur ce que vous avez vu dans ce reportage, que risque le docteur Sahal? Je crois qu'il faut rappeler effectivement que pratiquer la médecine comme un commerce est contraire à la déontologie médicale. Nous sommes pour une transparence, c'est-à-dire qu'un médecin peut avoir une activité médicale, peut avoir à côté une activité commerciale, mais que les deux ne soient pas mêlés. Et je crois que la séparation des deux est tout à fait importante. Alors, pour répondre à votre question... Là, évidemment, il n'y a pas de séparation, parce qu'il y a un bon de commande, semble-t-il, en tout cas, il y a une prescription. Absolument. Intentionnelle. Mais je crois que dans ce cas particulier, s'il y a une plainte qui est déposée
et l'échelle des peines va de l'avertissement jusqu'à la radiation. En fonction de l'appréciation des juges disciplinaires, eh bien, une de ces peines qui est dans cette échelle sera appliquée. Vous avez radié combien de médecins l'année dernière en France? La radiation est une peine relativement peu fréquente, puisqu'elle ne touche que 30 médecins par an à peu près, mais pas sur ce motif-là. Pas uniquement sur ce motif-là. Bien sûr, bien sûr. Et combien ont été avertis sur des motifs semblables à celui-ci? Je crois qu'il faut un petit peu relativiser les choses. Sur 800 millions d'actes médicaux en France par an, il y a à peu près 2000 affaires qui arrivent au Conseil de l'Ordre. Et puis les radiations, 30 par an, ça montre un petit peu quelle est l'importance du phénomène. Mais on assiste actuellement à une augmentation du nombre d'affaires qui est liée en fait à une meilleure information du public, à mon avis. C'est ça. Et il y a peut-être aussi des affaires que vous ne voyez pas, parce qu'on a vu dans ce reportage, par exemple, Réginald Lalouche, vous commercialisez ses produits. Une de vos visiteuses médicales des laboratoires Cotte, on voyait qu'elle rencontrait un médecin qui disait qu'il y avait des commissions, parfois, des laboratoires qui proposaient de payer des commissions à des médecins pour qu'ils prescrivent leurs produits. Est-ce que c'est une pratique courante? Enfin, est-ce que c'est une pratique qui d'après vous, d'après ce que vous avez pu voir... En tout cas, ça n'est pas notre pratique. Vous ne l'avez jamais fait? On ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais. Alors, est-ce que ça existe? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations. Non, mais vos visiteurs médicaux qui vont voir les médecins vous disent un peu ce qu'ils voient, et puis vos concurrents, vous connaissez peut-être les pratiques de certains de vos concurrents. D'après vous, est-ce que ça existe? Et est-ce que ça existe et de quelle façon? À ma connaissance, moi je n'ai pas connaissance de ce genre de commission, de ce type de commission, d'autant que je pense que on ne viendrait pas me le dire. Donc on n'a pas cherché. Vous avez vu ce qu'a dit dans le reportage, là, on l'a constaté. Le médecin. C'est un peu de la langue de bois, ça existe. Ah non, c'est pas de la langue de bois. Je crois qu'il y a aujourd'hui, il y a peut-être. J'ai l'impression que ça ne s'est jamais fait, quoi. Je ne sais pas si ça se fait. En tout cas, moi je ne suis pas au courant. Et vous, Pierre? Oui, je crois qu'effectivement, il y a des affaires de commission. Je crois qu'elles sont tout à fait sanctionnées très durement, parce qu'il est absolument impensable qu'un médecin profite de sa situation pour accroître avec une autre activité commerciale sa clientèle, ou bien l'inverse. On nous a dit qu'il y avait parfois des listings comme ça, dans les pharmacies, où on voyait ce que les médecins avaient prescrit, et on pouvait rétrocéder un certain nombre de commissions. Est-ce que les laboratoires ont accès aujourd'hui dans les pharmacies aux prescriptions des médecins sur tel ou tel médicament? Savent qui a prescrit quoi? En principe, non, mais je crois que c'est effectivement un souhait de beaucoup de personnes d'avoir accès à ce genre d'informations. Et certains y arrivent? Je pense qu'on peut y arriver. Et à partir de là, ils proposent effectivement de rémunérer les médecins sur les médicaments qu'ils vont prescrire. Oui, enfin là, ça devient très dangereux, parce qu'en fait, là, c'est vraiment une intention délictueuse. Je crois que celle-là est toujours sanctionnée de façon extrêmement importante par non seulement les juridictions disciplinaires, mais également les juridictions civiles et pénales. Donc ça reste rare? Ça reste tout à fait rare, exceptionnel même. Alors ces régimes aujourd'hui... Enfin, moi, juste sur ce point quand même, je veux dire que on a des entreprises, des chercheurs qui travaillent, sont des gens sérieux, il y a des médecins qui participent à des protocoles de recherche. Je crois que ramener aujourd'hui la diète protéinée à des commissions et à des... Non, c'est simplement ce qu'on a vu dans ce reportage, effectivement, que ça pouvait exister et que c'est un peu choquant d'imaginer que... Ça peut exister, mais je crois que ça reste quand même... Si ça existe, ça reste exceptionnel et marginal, et de toute façon, si ça se sait, il y a des gens qui sont chargés de s'en occuper. Donc, Absolument. Ce qu'on a dit aussi, c'est que c'était spectaculaire comme résultat. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça doit être très rentable comme produit. 100 francs le kilo, le sachet, c'est la matière première et le coût de fabrication, et c'est revendu 500 francs le kilo. Ce sont des marges dignes marché des cosmétiques ou du luxe. Ce sont des produits haut de gamme, et il est vrai que les marges sont importantes, mais c'est aussi lié au fait que le marché est un petit marché, que les coûts de distribution sont des coûts importants et que ce sont des produits qui fonctionnent bien. Et je pense que la marge est tout à fait classique dans le domaine industriel, puisqu'il est classique dans le domaine industriel d'avoir des marges de 60 à 65%, voire 70%. Je pense que Pour les produits de régime, vous voulez dire? Dans les produits de régime, dans les produits même plus classiques ou des produits d'alimentation courante, on a souvent ce type de marge. Dans les produits d'alimentation courante, elles sont plus faibles quand même. Tout dépend de est-ce que c'est l'industriel ou le distributeur qui prend la marge? Alors aujourd'hui, ce sont des régimes très spectaculaires, on l'a vu. Quand on s'arrête, généralement, on regagne du poids et on en regagne parfois plus que ce qu'on a perdu. C'est le cas des régimes en général. 75 à 95% des gens qui ont fait un régime regagnent au moins autant de poids que ce qu'ils ont perdu dès l'instant où cela s'arrête. Les régimes protéinés aujourd'hui, est-ce que vous avez des études précises sur ce type de régime? Alors, premier point, l'étude auquel vous faites allusion est une étude qui donne
des résultats sur 5 ans. Donc on est effectivement, l'ensemble des régimes peuvent subir des échecs pour un chiffre important, mais à 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu d'études sérieuses qui sont faites dans ce domaine. Nous avons, nous, lancé un protocole de recherche clinique pour évaluer sur une 60aine de patients l'efficacité sur justement la conservation, le fait de garder sa masse musculaire et d'avoir une sensation de satiété. Donc le problème de la sortie de régime, c'est un problème tout à fait particulier. Vous avez, dans ces produits, vous avez le produit et l'information du produit. Et je crois que là, la façon dont les produits sont à la fois conseillés, délivrés, est une chose importante. Parce qu'il faut de l'information, il faut expliquer aux gens ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, quand on sort du régime, ce qu'il convient de faire, de ne pas faire. Et donc là, il y a vraiment un travail d'information très important que nous faisons ou que des médecins font. Aujourd'hui, ce sont des produits qui sont considérés comme des substituts de repas, donc ils ne rentrent pas dans les classes de médicaments, c'est pour ça qu'ils sont en vente libre. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on les reclasse comme médicaments? Aux États-Unis, dans le passé, il y a eu des accidents parfois très graves liés à ces régimes protéinés dans certains cas très précis. Je ne veux surtout pas généraliser en disant et en affolant les gens, parce qu'aujourd'hui, s'ils sont avec la réglementation actuelle en vente, c'est que les choses sont bien surveillées. Mais est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on les reclasse comme médicaments? Monsieur Alouche, je viens de vous dire qu'un des problèmes importants, c'est l'information du public. Je crois qu'effectivement, c'est tout à fait fondamental. Maintenant, sorti de l'information, et effectivement, dès lors qu'il s'adresse à des patients qui ont des problèmes médicaux par ailleurs, je pense personnellement qu'il serait peut-être judicieux d'envisager le classement comme médicament, ce qui permettrait d'avoir une autorisation de mise sur le marché et d'avoir encore plus de garanties, toujours selon le fameux principe de précaution très à la mode actuellement. Merci. Alors après les régimes, un autre produit qui offre une promesse de minceur, mais aussi de santé, c'est l'eau minérale. L'eau minérale, alors c'est vrai qu'on en vend beaucoup en ce moment, plus de 25% de hausse des ventes pendant l'été. L'eau minérale que 9 Français sur 10 boivent régulièrement. Et nous sommes les champions pratiquement du monde, juste après les Italiens. Nous buvons en moyenne 128 litres d'eau minérale par an, 155 litres pour les Italiens. Nous sommes loin devant les Allemands et les Espagnols. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un marché qui progresse. Ces dernières années, il a progressé fortement. Peut-on aujourd'hui faire fortune avec de l'eau? C'est un reportage de Gilles Delbos et Gilles Lebray. Bonneval, près de Bourg-Saint-Maurice, à quelques kilomètres du Mont-Blanc. Un vieil hôtel abandonné, une piscine envahie par la végétation. Il y a bien longtemps, ce devait être un centre thermal. L'inauguration était prévue pour septembre 1939. La guerre a tout annulé. Alors on va se diriger sur l'hôtel. C'est aujourd'hui le royaume d'Henri Deville. Depuis 10 ans, ce directeur régional d'une société de produits pétroliers met toutes ses économies dans cette ruine. Ça coûte cher d'acheter une ruine? Ça coûte très cher. Vous avez payé ça combien? Très très cher. Très, très cher. Trop cher. Un ordre de grandeur? Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher dans le sens... Millions de francs, des centaines millions de francs. Plusieurs millions de francs. Plusieurs millions de francs. S'il a payé 5 millions de francs, c'est 3500 mètres carrés de montagne. Ça n'est pas pour ces bâtiments d'avant-guerre qu'il s'est engagé à démolir, mais pour ce qu'il y a dessous. Une source d'eau minérale qui sort de ce tunnel et se jette dans le torrent. L'eau minérale sort ici, d'ailleurs on s'aperçoit du fer qui se dépose sur les pierres. Le côté rouge, c'est donc du fer. On voit nettement le dépôt. C'est l'eau ferrugineuse? C'est l'eau ferrugineuse, oui. 50 mètres de tunnel sous la montagne. L'eau sort à 28 degrés toute l'année. Pétillante, bourrée de gaz carbonique, la respiration est difficile pour arriver jusqu'à la source. Voilà la source. C'est impressionnant quand même. Voici la source de Bonneval. De l'eau gazeuse qui sort de la montagne telle qu'elle, potable, très riche en minéraux et en vertus pour la santé. C'est de l'eau minérale, ça. C'est pas une source quelconque, c'est de l'eau minérale. C'est de l'eau minérale. D'ailleurs, elle a un goût très particulier, très agréable. Elle est bonne pourquoi? Contre le cholestérol, pour le transit intestinal. Je crois que ça intéresse tous les hommes et toutes les femmes. Et vous croyez qu'il y a un marché pour votre eau? S'il y a des marchés pour des eaux classiques, je pense qu'une véritable eau minérale de qualité, il y a un marché, c'est incontestable. Avec sa source, Henri Deville est persuadé qu'il peut faire fortune et il a de bonnes raisons d'y croire.
Car le marché explose, il a encore augmenté de 8% l'an dernier. Et les arguments pour vous vendre de l'eau minérale sont toujours les mêmes, santé, beauté, minceur. Quoi de neuf pour la minceur? La diététique, elle connaît. La gymnastique, elle en fait. Et l'eau minérale. Alors, à qui profite cette mine d'or? Au bord du lac Léman, à quelques encablures de la Suisse, une bourgade française dont le nom est connu dans le monde entier. Évian-les-Bains. Un simple chef-lieu de canton de 7400 administrés, mais une des villes les plus riches de France par habitant. Pour nous guider, le maire et son premier adjoint. Si leur ville est riche, ils le doivent à une source sur laquelle ils ont même fait apposer une plaque. Ah voilà. Source Cachat, découverte en 1789, autorisée par l'État le 19 septembre 1878 et reconnue d'intérêt public le 25 juin 1926. Et la source est à vous, là toutes les sources d'Évian appartiennent à la ville d'Évian. Toutes les sources d'Évian appartiennent à la ville. Et ces fontaines sont célèbres car il en sort de l'eau minérale, la fameuse eau d'Évian. Je suis plus tranquille avec cette eau-là qu'avec l'eau des robinets. Ça, je fais des économies. Car cette eau est exactement la même que celle qui se vend 3 francs la bouteille, sauf qu'ici, elle est gratuite. C'est celle qu'on trouve en bouteille, là. Exactement la même. Mais ça chante. Qu'est-ce que vous avez, monsieur, dans la... Bah écoutez, j'ai acheté les vraies bouteilles d'Évian, et comme j'habite Évian, j'utilise la bouteille d'Évian pour aller à la source Cachat. Vous payez combien pour ça? C'est gratuit. Bah, c'est la ville d'Évian qui nous l'offre. Merci beaucoup. C'est dans les conventions de 92. Et c'est uniquement pour les habitants d'Évian? Non, tout le monde. De passage, on ne demande pas les cartes d'identité. Vous venez l'été, il y a une queue jusque-là. Nos amis suisses, le samedi soir, arrivent remplir leur casier. La ville est généreuse car l'eau d'Évian lui vient des Alpes, la ressource est inépuisable. Mais si la commune la distribue gratuitement, ça n'est pas le cas de tout le monde. En périphérie de la ville, voici la plus grosse usine d'embouteillage du monde. Elle appartient au groupe Danone qui loue les sources à la commune et met l'eau en bouteille 24 heures sur 24. Évian est aujourd'hui l'eau minérale la plus vendue dans le monde. 6 millions de bouteilles sortent de ces chaînes chaque jour. Par train complet, l'eau part dans le monde entier. Et elle n'enrichit pas seulement le groupe Danone, mais aussi la ville d'Évian, qui sur chaque bouteille encaisse une cascade de royalties. L'hôtel de ville encaisse d'abord un impôt. Une surtaxe que vous payez sans le savoir chaque fois que vous achetez 3 francs environ une bouteille d'Évian quelque part en France. Donc chaque fois qu'une bouteille d'Évian est achetée dans un supermarché, une bouteille d'1,5 litre, la commune d'Évian touche 4,6 centimes. Soit un premier jackpot d'environ 20 millions de francs par an. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi ce recueil de documents, de vieilles conventions qui fixent le loyer pour la location des sources. Donc c'est un loyer complémentaire qui n'a rien à voir avec la surtaxe, mais qui, en 1999, a représenté 22 millions. Grâce à ces vieux accords, la ville touche ainsi des royalties sur les bouteilles vendues à l'étranger. Vous avez des contribuables partout dans le monde, vous alors en fait c'est... Exactement, chaque fois que quelqu'un boit de l'eau, on est heureux. Quand on voit Michael Jackson se laver à l'eau d'Évian, nous ça nous va bien. Oui. Et quand une artiste de cinéma qui ne se baigne qu'à l'eau d'Évian, on dit bravo. C'est qui elle? Non, bah, j'en sais rien, je ne veux pas dévoiler des secrets d'alcool. Ils ont de quoi être joyeux. L'an dernier, la commune a encaissé 48 millions versés par la Société des eaux d'Évian. Les chèques arrivent par la poste 2 fois par an. Voici le dernier, du mois de mars. Qui dit, Monsieur le maire, conformément à nos accords, nous avons procédé au calcul des différentes redevances dues par notre société à la ville pour 1999. Le détail est le suivant, alors il y a tout le détail, mais ce qui est plus important, c'est qu'on a un chèque de 24 423 625 francs. 24 millions tous les 6 mois, 48 millions par an, ça représente un tiers du budget de la commune. Grâce à ces sources, Évian est une ville très riche et cela se voit. Il suffit de se promener dans les rues. On va filer là. Un palais des congrès, un golf 18 trous, un centre nautique au bord du lac. Et voici ce qui a coûté le plus cher, 63 millions de francs pour ce port de plaisance de 850 places, l'équivalent du port de Saint-Tropez. La petite ville de 7000 habitants ne se refuse rien, son budget est celui d'une commune 5 fois plus grande.
Vous allez bien? Dernier investissement, cette école de musique flambant neuve, 12 millions. Encore une facture entièrement réglée grâce aux royalties versées par la Société des Eaux. Une entreprise qui, à elle seule, rapporte à la ville 2 fois plus d'argent que les impôts locaux. Mais ça n'est pas tout, car la ville bénéficie aussi de nombreuses installations gérées par la multinationale qui vraiment est ici chez elle. En plus de l'énorme usine, Danone possède 2 très grands palaces. D'abord, le Royal, mais aussi l'hôtel Hermitage. Danone gère les thermes d'Évian et surtout le casino. Il est parmi les 10 plus grands de France et rapporte chaque année à la ville 30 millions de taxes sur les jeux. Ça représente autant que les impôts locaux. Merci Danone. Afin de rendre hommage à ses bienfaiteurs, la ville a donc rebaptisé le théâtre municipal. Il s'appelle comment le théâtre? Théâtre Antoine Riboud. C'est qui Antoine Riboud? C'est l'ancien PDG des Danone, vous, quand même. Pas l'innocent. Ce qui a fait la fortune d'Évian, c'est donc l'eau minérale, une appellation officielle qui n'est donnée qu'à quelques sources d'exception. Comment s'obtient ce précieux label? Paris, annexe du ministère de la Santé. Au dernier étage, Georges Popov connaît toutes les sources de France. C'est ici qu'on décide si une eau a le droit de s'appeler minérale. Je peux rentrer? Car c'est l'État qui donne le précieux label. Voilà, vous êtes ici dans la... Analyse des échantillons, vérification de la composition. Les tests prennent plus de 6 mois. Les eaux minérales doivent répondre à une définition très précise. Leur composition physico-chimique, elle est très stable. C'est ça la caractérisation principale d'une minérale, c'est la stabilité de composition physico-chimique dans le temps et en fonction du débit. C'est-à-dire que, quel que soit le débit et quel que soit le temps, la composition de l'eau est identique. Elle ne doit pas varier. Qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Et c'est un signe de protection de la source. Des sources protégées de toute pollution et qui doivent apporter des éléments favorables à la santé. Sur les étiquettes, on retrouve tout cela. Composition constante en sels minéraux comme le calcium et le magnésium et autorisation du ministère de la Santé. Voilà ce qui fait une eau minérale. Combien de sources ont officiellement ce précieux label? Comme vous le remarquez, tout s'échelonne au sud d'une ligne Nancy-Biarritz, c'est-à-dire que les eaux sont réparties dans tous les massifs montagneux. Au mur du laboratoire, la carte des sources d'eau minérale. Il y en a plus de 700 en France. Chaque année, 2 à 3 nouvelles sont agréées par le laboratoire. Mais combien arrivent réellement à percer sur le marché? Je dirais, s'il y en a une tous les 2 ans, c'est à peu près la moyenne, environ. Donc c'est très difficile. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que c'est une mine d'or. Ça l'a peut-être été, ou ça l'est, mais à long terme. Sur 700 sources d'eau minérale, seule une 50aine parvient jusqu'au rayon des hypermarchés. Et pour y arriver, c'est souvent le parcours du combattant. Retour en Savoie. La source Bonneval et ses eaux ferrugineuses. Nous voici dans la vallée, devant le pavillon d'Henri Deville, son propriétaire. Tout, c'est parfait, ouais. Très bien. Voilà 10 ans qu'il se bagarre pour son eau. 10 ans de travail, d'abord pour retrouver les propriétaires, leur acheter la source et la remettre en état. Un énorme chantier de plusieurs mois qui lui a coûté des centaines de milliers de francs. Les fondations du captage. 10 ans pour obtenir toutes les autorisations d'exploitation. Et enfin, le sacre, le précieux label d'eau minérale. Également. Le sacre, eh bien, vous l'avez là. On a donc l'arrêté ministériel. Ça, c'est le 28 mai 96. Je vous informe que par arrêté en date du 9 mai 96, j'ai accordé l'autorisation d'exploiter en tant qu'eau minérale naturelle à l'émergence l'eau de captage située à Bonneval-les-Bains, Savoie. Mais ce dont il est le plus fier, ce sont ses thèses de médecine consacrées à son eau. Des études médicales qui prouvent les vertus de la source Bonneval. Le moment le plus important, si on va à la conclusion générale, qui est signée donc par 4 médecins, conclusion générale, une baisse significative du cholestérol LDL, donc le mauvais, 15,2%. Son eau n'est pas banale. Il est prouvé qu'une cure de 3 semaines fait tomber de 15% le taux de cholestérol. Persuadé qu'elle peut devenir un vrai succès commercial,
Henri Deville a déjà en tête les plans de l'usine d'embouteillage. Donc la ligne d'embouteillage se situerait ici, en fond de terrain, pour ensuite avoir des quais d'embarquement sur la partie basse du terrain. Les plans sont prêts? Les plans sont prêts, tout est ficelé. Toujours pareil, on arrive toujours au même endroit, l'argent. Un seul souci, l'argent. Il lui faut 50 millions de francs pour lancer la production. Mais pour l'instant, les banques régionales qu'il a contactées n'osent pas prendre le risque de le financer. Il pourrait bien sûr confier l'exploitation à un industriel du secteur, mais il préfère rester indépendant. J'ai l'impression que ce qui les affole, c'est qu'une personne seule arrive à construire un projet comme je l'ai fait seul, et également à mener la danse d'une usine d'embouteillage et beaucoup d'autres choses seul. Et moi, ça m'affole pas du tout. En attendant, son eau continue de soigner le cholestérol des poissons. En attendant, là, à 3 francs le litre, ça s'écoule dans la rivière. Ça vous fait quoi? Absolument rien. Je regrette simplement, c'est de ne pas la mettre en bouteille. Mais... C'est de l'argent perdu, là, tout ça, finalement. Tout à fait. Mais j'ai un oncle qui a 80 ans, il dit toujours « un jour viendra ». Donc je fais comme lui, j'ai le même raisonnement. Un jour viendra. Un jour peut-être, mais vouloir se lancer dans l'eau minérale quand on est indépendant, c'est quasi impossible. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre dans un grand magasin. Paradoxe, dans les rayons, il n'y a jamais eu autant d'eau minérale différentes. Mais le marché est verrouillé par quelques grands groupes industriels. Pascal Guilloux est chef de rayon dans ce magasin. Il voit régulièrement apparaître de nouvelles marques. Il y a 2 ans, le rayon contenait à peu près 60 références. On en a pratiquement 100 au jour d'aujourd'hui. Parmi les dernières sorties, il y a entre autres Kezak, Harvey ou Salvetta. De nouvelles eaux minérales lancées à chaque fois avec d'énormes campagnes de publicité que seuls peuvent se payer les géants du secteur. Ils sont 3 et tiennent presque tout le marché. D'abord, le groupe Nestlé. Il possède Perrier, Vittel, Épar, Valvert, Contrex ou encore Kezak. Le groupe Danone, lui, aligne Evian bien sûr, mais aussi Volvic, Badois, Harvey et Salvetta. Enfin, le groupe Neptune contrôle Saint-Yor, Courmayeur, Vichy-Célestin ou encore Vernières. Ces 3 groupes occupent 80% de la surface du rayon et ne laissent que peu de place à d'éventuels petits nouveaux. Pourquoi vous êtes obligé de leur laisser ces 80% de surface du rayon? Compte tenu de la puissance de leur marque, tout simplement, parce que le rayon des eaux est quand même un marché très marketé. Et effectivement, compte tenu de la communication et de la pression qu'ils ont au niveau des consommateurs, on ne peut que difficilement ne pas avoir ces produits-là. Donc comme dans chaque groupe, vous avez vu, il y a un certain nombre de produits. On se passer d'aucun et donc on remplit tout, quoi. On essaye de se passer d'aucun pour satisfaire le maximum de clients et effectivement ça prend beaucoup de place. Trop? Peut-être trop, oui. Pour une source indépendante, il est d'autant plus difficile d'être dans les rayons d'hypermarché qu'il faut payer pour cela, et même payer très cher. C'est un sujet tabou dans la grande distribution. Benoît Moreau, journaliste spécialisé dans le secteur, en connaît bien les coulisses. C'est clair qu'aujourd'hui, vous allez voir un distributeur, vous dites, ben voilà, j'aimerais que mon eau soit dans tous vos magasins en France. Le distributeur va vous dire, ben, écoutez, ça a un coût, parce que je dirais, c'est de la location linéaire. Donc, quel ordre? Certains avancent de l'ordre de 30 à 40 millions pour quelqu'un qui voudrait démarrer, oui. A priori, cela semble donc impossible pour une source indépendante de venir concurrencer les marques des 3 géants du secteur. Et pourtant, certains y parviennent. Nous voici dans le Puy-de-Dôme, département de France où l'on trouve le plus de sources d'eau minérale. Clermont-Ferrand, un bistrot de quartier. Ici, quand on commande une badoie à Toutou, le patron, voici ce qu'il répond. La badoie n'existe pas ici. Elle est interdite. On doit vendre de la Saint-Guéry et c'est tout. La Saint-Guéry, la voici, c'est l'eau gazeuse du coin, la concurrente auvergnate de la badoie. Tout auvergnat connaît la Saint-Guéry. Bref, une eau régionale comme il en existe une vingtaine en France. Avant, on n'a trouvé que dans le coin. Mais il y a 1 an et demi, il s'est produit un petit miracle. À 7 km de Saint-Nectaire, Saint-Diéry, c'est par là. Dans ce petit village perdu, il y a encore quelques mois, l'usine d'embouteillage était moribonde. Aujourd'hui, 70 000 bouteilles d'eau gazeuse sortent des chaînes tous les jours.
Et on ne les retrouve pas que dans les bistrots du coin, mais aussi dans des rayons d'hypermarchés de la France entière. Voici Claude Collin, le patron. Ancien cadre de la grande distribution, il a repris l'usine avec une idée bien précise. Séduire les grandes surfaces, et il a réussi son tour de force. Aujourd'hui, il fait 25 millions de chiffre d'affaires et vend son eau à différentes enseignes dans toute la France. Avec à chaque fois une étiquette personnalisée. Nous avons une eau qui s'appelle toujours Saint-Véry, mais qui a 5 costumes différents. Auchan. Donc Auchan a voulu, lui, mettre en avant naturellement son logo avec le petit oiseau rouge, et surtout gazeuse. Et on retrouve toujours Saint-Véry. Voilà la présentation de l'habillage pour ED Air Coco. Ici, c'est une étiquette que nous dessinons à nos clients, qui s'appelle Le Mutant, son nom est marqué là. Nous en présent dans tout l'ouest de la France, il y a à peu près 220 magasins. Toujours la même eau, avec un costume différent pour chaque enseigne. Saint-Thierry est ce qu'on appelle une marque de distributeur. Mais il a fallu faire des sacrifices en échange de ces gros volumes. Claude Collin ne gagne qu'environ 7 centimes par bouteille et laisse une grosse marge à la grande surface. Mais son eau, il la vend aussi en direct dans la région. Là, c'est celui qui est vendu en région Auvergne. On retrouve l'étiquette, on retrouve les volcans d'Auvergne. On a écrit dessus ce que l'on voulait. Ça, c'est notre étiquette à nous. Voilà l'habillage et l'étiquette, ça c'est le film EPAC. Et ces bouteilles-là, il peut se permettre de les vendre un peu plus cher et donc de gagner un peu plus d'argent. L'expérience a déjà commencé dans ce grand magasin d'Issoire, près de Saint-Thierry. Depuis un an, la petite source de la région fait un malheur. Elle est même devenue l'eau gazeuse la plus vendue du rayon. Pourquoi vous prenez celle-là? Eh bien, je prends celle-là parce que c'est de l'eau d'Auvergne et qu'elle est très bonne. L'eau du terroir plaît aux autochtones, le directeur du magasin en est ravi. Car les autres eaux des grandes marques lui imposent leurs conditions et il est quasiment obligé de les vendre à prix coûtant. Il se trouve que sur les grandes marques nationales, les marges sont avoisinent zéro, c'est clair. Alors que sur des produits régionaux, sur des produits moins diffusés, en tout cas très diffusés mais au niveau régional, effectivement, les marges sont plus importantes. Là, vous gagnez de l'argent. Là, nous en gagnons plus nécessairement que sur les marques nationales. Sur une bouteille de Saint-Thierry à 2,65 francs, l'hyper empoche environ 60 centimes. Alors que sur la grande rivale Badois, vendue 3,80 francs, il ne gagne quasiment rien. C'est Badois qui encaisse presque tout le bénéfice. Voilà comment, grâce aux marges qu'elle offre aux magasins du coin, la Saint-Thierry peut ici se permettre de concurrencer les grandes marques d'égal à égal. Pour le plus grand bonheur du propriétaire de la source de Saint-Thierry. Venez, monsieur Manson. L'eau sort dans cette cave, juste à côté de l'usine. Et la source n'appartient pas à Claude Collin, mais à ce monsieur, Serge Manson. L'eau minérale fut découverte et exploitée par son arrière-grand-père jusqu'à la dernière guerre. Ça se mélangeait. Vous aviez les protections pour les bouteilles. Jadis, c'est ici qu'elle jaillissait. Aujourd'hui, des tuyaux l'acheminent jusqu'à l'usine. La source s'appelait alors la Renlègue, souveraine contre le paludisme et la débilité. Depuis 1 an et demi, c'est reparti avec Claude Collin cette fois, qui verse un loyer à monsieur Manson en fonction des volumes vendus. Elle vous rapporte plus 1 centime, votre source, ou elle vous rapporte quand même encore un peu aujourd'hui? Ah, un petit peu, mais il y a surtout la valeur sentimentale. C'est-à-dire que pour monsieur Manson, c'est vrai, il y a une valeur sentimentale. Il y a une valeur sentimentale. Pour moi, c'est moi qui lui fais un chèque tous les mois, tous les 15 du mois à peu près, sur les ventes effectives du mois passé. Et là, monsieur Manson n'est pas contre, il l'accepte, le chèque. Plus la production est élevée, plus... Le mois dernier, vous avez touché combien? Je ne vous le dirai pas, je ne me rappelle pas. Parce qu'il y a... Le mois dernier, la facture doit être de l'ordre à peu près de 40 000 francs, toute taxe. Soit pas loin d'1 demi-million de francs par an. De quoi bien arrondir la retraite de monsieur Manson, qui est plus que jamais attaché à la source de son arrière-grand-père. Pourtant, Claude Collin lui donnerait bien quelques millions de francs pour la lui racheter. Vous ne voulez pas vendre, monsieur Collin, là, votre source? Non, ça me va très bien comme ça, je ne vois pas pourquoi... Lui, ça l'intéresserait peut-être de l'acheter. Il est bloqué.
Il veut pas. Non, Il ne veut pas. Saint-Thierry n'est pas encore Évian, mais qui sait? Si cela doit un jour arriver, Monsieur Manson n'aura pas fait un trop mauvais calcul en gardant pour lui la source de son arrière-grand-père. Pourquoi le prix d'une bouteille d'eau peut-il varier du simple au triple parfois? Y a-t-il des différences de goût et de caractéristiques et de propriétés entre les eaux? Emmanuel et Evina, vous avez écrit le guide du buveur d'eau. Bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs, vous portez bien votre nom, Evina. Il suffit d'inverser le A et le N. Evian, vous avez fait exprès? Non, ça n'a rien à voir. J'en suis désolée, je l'ai précisé dans le guide. D'ailleurs, c'est un malheureux anagramme. Alors, on va regarder le prix de l'eau aujourd'hui, de l'eau minérale. Les bouteilles d'eau minérale, ça coûte pas cher l'eau. Ça coûte 10 centimes le prix de la taxe pour avoir accès à l'eau. Vous rajoutez 70 centimes pour la bouteille, 45 centimes pour le transport et le stockage. En fait, ça coûte 1,25 franc minimum, une bouteille d'eau minérale. Le reste, ce sont les frais de publicité, les marges du producteur, du distributeur et la TVA qui est de 5,5%. Donc en fait, ce qui fait la différence, et on le voit très clairement là sur ce graphique, entre le prix de 2 bouteilles d'eau, ce sont les frais de publicité et les marges. D'ailleurs, à ce sujet, Evian, par exemple, qui est la marque star, qui est absolument incontournable. Il y en a d'autres, Vittel, Contrexx, etc., mais enfin qui est le numéro 1 aujourd'hui en tant que marque et qui s'est imposée comme cela, est probablement celle qui fait aussi le plus de marge, parmi celles qui font le plus de marge, 40 centimes d'après nos estimations par bouteille, parce que, évidemment, c'est un passage obligé dans les hypermarchés, vous voulez avoir des grandes marques. L'eau de source aujourd'hui, c'est différent de l'eau minérale, c'est moins cher, de 1 à 2 francs la bouteille, alors que l'eau minérale c'est autour de 3 francs. Pourquoi c'est moins cher? Ce n'est pas la même eau. Les eaux minérales vendent aussi leurs vertus thérapeutiques. Ce sont des eaux qui sont reconnues, dont les vertus sont reconnues par l'Académie de médecine et le ministère de la Santé. Donc elles apportent quelque chose à la santé, à l'organisme. Donc je pense que ça rentre aussi dans le coût lorsque l'on achète une bouteille d'eau minérale. Alors les eaux de source, numéro 1 c'est Cristalline, il y a Aquarelle là, qui vient de se lancer sur le marché. Elles font un tabac, elles progressent 2 fois plus vite que les eaux minérales, parce qu'elles sont moins chères, entre 1 et 2 francs la bouteille. Quelle qualité ont-elles, ces eaux-là? Alors elles, ce sont des eaux aussi d'origine souterraine profonde, donc qui sont protégées de toute pollution extérieure. Leur minéralité globale est fixée à 1500 mg par litre et tous les éléments qu'elles contiennent sont également fixés. Donc elles sont complètement sûres, hein, ce sont des produits totalement sûrs, comme les eaux minérales, mais à la différence, les eaux minérales, elles apportent quelque chose à l'organisme. D'accord, donc elles n'ont pas ces vertus thérapeutiques. Par contre, c'est mieux que l'eau du robinet. Oui, c'est mieux que l'eau du robinet parce qu'on est sûr de ne pas avoir de pesticides, de traces de plomb, parce que le gros problème de l'eau du robinet aujourd'hui, sont quand même les canalisations. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut le dire, je crois que si les consommateurs, si les Français se sont autant tournés vers les eaux embouteillées, c'est d'abord pour leur goût. Ils n'aiment pas le goût, pour l'instant encore, de l'eau du robinet. Pourquoi vous dites pour l'instant encore? Parce que ce goût pourrait s'améliorer? Oui, on peut penser qu'il va s'améliorer. En raison de quoi? Des différents traitements. Avant, on utilisait le chlore, maintenant on passe beaucoup plus à l'ozone. Donc progressivement, les grands exploitants essayent d'améliorer le goût de l'eau. D'ailleurs, ils ont des spécialistes qui dégustent l'eau tout le temps. L'eau de la ville de Paris, par exemple, est dégustée sans arrêt pour voir s'il n'y a pas de problème de goût et vérifier ce goût. Mais il n'empêche qu'il va falloir aussi que la France se mette aux normes européennes en matière de canalisation. Ça coûte cher et ça prendra du temps. Elle est en dessous aujourd'hui? Oui, encore. L'eau du robinet en France est moins bonne que dans d'autres pays d'Europe? Il y a des problèmes toujours de canalisation. Toutes les canalisations de France ne sont pas exemptes de plomb. Et vous buvez de l'eau du robinet ou de l'eau minérale en bouteille? Moi, je bois de l'eau minérale en bouteille pour les vertus thérapeutiques, parce que je trouve ça sain. Je bois aussi de l'eau de source. En tous les cas, je change, parce que je trouve qu'il faut changer. Et d'ailleurs, les médecins le disent aussi. Ne pas rester fidèle à la même eau? Oui, changer. En plus, on a la chance en France d'avoir une très grande diversité, donc il faut les goûter, les déguster. Et c'est comme les bons vins, est-ce qu'il y a des bonnes eaux et des mauvaises eaux? Alors, il n'y a pas de mauvaises eaux, puisque le vin, quand il y a un mauvais vin, c'est parce qu'il y a eu un défaut dans le procédé de fabrication ou manque d'ensoleillement. Une eau, on est garanti de sa pureté, que celle qu'elle soit de source ou minérale. Mais il y a des eaux qui correspondent plus ou moins à votre goût. C'est ça. C'est vrai que les goûts sont différents. Ah, les goûts sont très différents. On se dit, celles-là, on les aime pas, et celles-là, on les aime bien. Mais personne ne peut dire, je crois, aujourd'hui en France, il n'existe pas une eau que je n'aime pas. Tout le monde peut me dire, ah non, celle-là, elle n'est pas bonne, pour moi. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment une affaire de goût. Une affaire de goût. Merci d'avoir été avec nous pour la fin de cette émission. Merci à vous toutes, à vous tous, d'avoir suivi ce numéro de Capital.
Remerciements également à tous ceux qui l'ont préparé, François Ducroux, Norbert Bellèche, Laurent Berson, Loïc Grasset, Emmanuel Leclerc, Frédéric Lessant, tous les journalistes qui ont fabriqué ces reportages. Vous retrouverez la semaine prochaine Bernard de la Villardière, Zone interdite, j'ai trouvé mon paradis. C'est le titre du document qui vous sera présenté dans Zone interdite. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Christian Blachas et Thomas Hervé. Le marketing en 3 leçons dans Culture Pub. Très bonne fin de soirée sur M6 et à très vite pour un prochain numéro de Capital. Bonsoir.